Bon, bah on a 5 minutes de retard, là, faut y aller, je crois. Hein. Ouais. Déjà ? Bah oui, on a déjà 5 minutes de Oh retard. là là. Ça va nous permettre de faire encore plus long que d'habitude. Non. Peut-être pas cette fois-là, quand même. Salut le monde. Oui, bonjour, et on est où, Amélie ? On est là. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Désolé pour ce petit retard, on était en train de picoler. discuter. On aurait voulu se concerter, on n'aurait même pas fait mieux. Et bien sûr, je suis en compagnie de Gauthier. Comment ça va, Gauthier ? Ça va très bien, j'ai eu une journée très sur courant alternatif, c'était très bizarre. D'accord. Au fait, je vous la fais rapide. On m'a dit que j'allais avoir une PlayStation 5, on m'a appelé, et du coup ma journée a fait genre ouh, cool, tu vois. Je suis hyper jeune, d'un coup là. Et tout de suite après, j'ai appris la mort de Bertrand Tavernier et j'ai fait boum. Donc vraiment, après cette toute petite joie, j'étais genre ah putain, l'enfer. Bon, je vais donc le dernier à avoir une PS5. Alors, putain, je suis désolé. Il m'en faut une avant mai, absolument, et je ne sais pas comment m'en procurer. Je vois que ça t'attriste, Bertrand Tavernier. On en reparlera parce que je l'ai un bâtard. Je l'ai rajouté dans le conducteur. Je me doute bien. Au dernier moment. Mais j'avoue, je compte un petit peu sur toi pour en discuter. Et bonsoir Lucie, bonsoir à tous. Hello. Et on va faire une chose tout de suite que j'ai appris pour remercier Lucie dans un premier temps. On va faire parce que beaucoup d'abonnements. Bravo, merci beaucoup. On va faire ça et j'espère que tu sais que t'as même payé un abonnement à ma maman. Alors du fond du cœur, merci beaucoup. Si je fais ça, est-ce que ça marche ? Et voilà, vous avez ajouté Lucie comme VIP sur cette chaîne. Lucie. Je ne sais pas ce que ça fait. Non, je sais pas non plus. Je sais pas à quoi ça sert. En tout cas, tu as toujours le droit à cette gueule comme emoji, donc tu bombardes. Tu peux faire flag aussi, tu peux faire Menro, tu peux faire Otax, voilà. Tu es désormais VIP et tu as un petit diamant à côté de Ah, déjà, tu vas offert un diamant. Ouais, ça c'est bon ça. Shine bright like a diamond. Yes, GG. Voilà, pour commencer l'émission dans la joie et la bonne humeur. Tout à fait. Est-ce qu'on va le rester pour parler de Justice League, Snyder's Cut. Le Snyder's Cut, alors on va dire effectivement, j'avoue que au final ça m'est venu un peu spontanément alors que de base je pensais dire là, bref, le Snyder Cut depuis que tu m'as fait connaître Overcooked, à chaque fois que je dis Snyder's Cut, je vois les espèces de mecs c'est le Snyder's Cut. on va en parler, ce sera notre sujet principal de la soirée. Et puis, comme d'habitude, derrière, vous aurez un petit peu d'actu. On n'a pas de jeu pour cette fois, c'est vrai. On aurait pu prévoir en même temps que oui, qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Director's Cut, pas Director's Cut, c'est beaucoup trop dur à dire. Et derrière, j'ai rajouté aussi au dernier moment parce que j'avais oublié, mais on avait dit qu'on allait en parler un petit peu dans l'actu. Falcon and the Winter Soldier. Oui, donc, tout à fait. On a vu le premier épisode. Donc il y aura double dose de super-héros. Exactement. Il y aura un petit peu de Disney en rab aussi avec des nouvelles dates. Il y aura effectivement Bertrand Tavernier, tu l'as dit. Pas mal de petites choses comme ça dans l'actualité. Et puis pour finir, on parlera de la trilogie Qatsi. Et oui, j'ai regardé ces derniers jours avec plus ou moins de plaisir. On discutera dans le défi. Et ça va ? À la fin de l'émission. Ça va. Alors je t'avoue, j'ai eu des petits moments de fatigue passagère. C'est difficile, hein. Mais oui, je comprends. Mais aucun moment de fatigue, ça non, pendant le Snyder's Cut de Justice League qui est sorti jeudi dernier, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et évidemment, nous ne l'avions pas vu à ce moment-là parce qu'il faut quand même se libérer pendant 4 heures. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est le là. numéro combien du petit podcast ? On a oublié de le faire. Ah, pardon, non, c'est de ma faute. On manque à tous nos devoirs. C'est le numéro 18. Bravo. Waouh. Amélie qui vient de s'abonner, bravo. Un abonnement de niveau 3. Qu'est-ce que c'est le niveau 3 ? On ne sait pas, mais c'est plus que le niveau 2 en tout cas. Des paillettes, voilà, tu as toutes les emotes. Ouais. Truc de fou. Merci beaucoup. Le Snyder's Cut donc qui est sorti jeudi dernier. Alors, est-ce que tu nous rappelles ce qu'est Justice League et ce qu'est le Snyder's Cut ? Alors ça fait effectivement partie des 3 points que nous allons aborder sur ce sujet. D'abord on va effectivement revenir sur un peu la genèse, le projet, etc. Puisque c'est une nouvelle version de Justice League, ça vous l'aviez compris, on imagine. Est-ce que ça rattrape le Justice League original qui est communément un petit peu un film bancal pour être sympathique ? Et ensuite, est-ce que ça en fait un bon film, cette nouvelle version de 4 heures, on le rappelle, au lieu de
2 heures. Donc on a quand même une double ration. Et effectivement, pluie d'emojis. On est tous là. On est tous très beaux. Sauf moi. Mais non. Tu es le plus beau d'entre nous. Je suis le plus souriant. Donc, effectivement, nouvelle version sortie sur HBO Max est disponible. J'ai pas noté les dates, mais qui était disponible donc à partir de jeudi dernier à l'achat sur tout un tas de plateformes pour 14€. Vous aviez cette version-là et il sera bientôt, je sais plus quand exactement, mais je crois que c'est vraiment dans les prochains jours. Pour un tarif réduit, je crois que c'est le 31 mars pour je sais plus combien. Donc mercredi prochain, mais voilà, niveau donc VOD, donc vraiment la location, effectivement sur plus de plateformes en plus je crois, et pour un petit peu moins cher. Et donc pour revenir sur la genèse du projet, Justice League, c'est un film qui est sorti en 2017. Qui s'est pris un torrent de mauvaises reviews dans tous les sens, et pour cause, puisqu'on avait... c'est ça, puisque c'était justement la troisième incursion du DC Extended Universe, qui s'est fait appeler comme ça un petit peu par défaut, après Man of Steel, après Batman vs Superman, qui allait amener ensuite, en tout cas réunir pour la première fois donc Wonder Woman, Flash, Aquaman et Cyborg avec Batman et Superman pour ensuite dégager sur tout un tas de films personnels à ces personnages-là. Et effectivement, derrière, on a eu Wonder Woman, on a eu Aquaman, on est censé en avoir un deuxième, Flash est censé avoir son film perso à lui, et puis ça s'est un petit peu cassé la gueule. J'aimais déjà un petit bémol, parce que je suis chiant. Au fait, c'est le troisième d'une série de films avec Superman. Oui. Mais entre temps, on a eu en 2016 ce truc que personne n'aime là, ce Suicide Squad. Et, c'était avant. Ouais, c'était avant. Et Wonder Woman avait été introduite 6 mois plus tôt dans un premier film, donc en 2017. Au fait, juin 2017, t'as Wonder Woman, et novembre 2017, t'avais Justice League, je crois que c'est ça. Ok, my bad. Mais peu importe. C'est vrai parce que... Ce qu'il faut montrer, c'est que t'as une trilogie avec Superman en héros, et Zack Snyder derrière la caméra. Au fait, il fait un peu à Superman ce que Christopher Nolan avait fait à Batman 10 ans plus tôt. Et c'était pas complètement innocent d'ailleurs de retrouver Nolan producteur de cette trilogie justement avec Superman. Non mais t'avais raison, parce que j'ai foiré de la timeline, et c'est pour ça que Wonder Woman est dispo sur Netflix notamment, là où Justice League le sera à la fin de l'année, puisqu'il faut 4 ans. Et donc effectivement c'était son projet à lui, voilà, il avait prévu d'achever ça comme ça, mais en même temps, il avait prévu tout un tas de choses qui ne se sont pas déroulées exactement comme prévu, puisque le développement et la production, le tournage de Justice League ont été, je pense, un modèle de tout ce qui peut capoter plus ou moins sur un tournage de film. Avec tout un tas de choses déjà attraits personnels à Snyder, qui a fait plus ou moins quitter le projet, le suicide de sa fille de 21 ans, c'est épouvantable, qui rend hommage à la fin de son Snyder Cut justement. Mais déjà, vous pouvez imaginer à quel point c'est dur à encaisser, et puis derrière, ça déjà à partir de là, ça a commencé à le faire un petit peu se retirer du projet, alors qu'il était déjà pas trop en odeur de sainteté auprès des studios par rapport à ce qu'il voulait, sa version à lui du film. Pour la faire très très courte autour de ça, c'est que en gros Snyder est en train de faire le Avengers de Warner et DC, c'est-à-dire de réunir les super-héros, et pendant ce projet, donc, il lui arrive cet événement familial absolument tragique, bouleversant. C'est aussi, Zack Snyder est aussi un homme de famille. D'ailleurs, c'est sa femme qui produit les films, il me semble. Donc, il lui arrive cette tragédie familiale colossale. Et il dit à Warner, écoutez, peu importe nos différends artistiques, tragédie familiale, je quitte tout, je me consacre à ma famille. Ce qui paraît assez normal. Ce qui est normal. Prenez Justice League, faites-en ce que vous voulez, de toute façon je suis pas disponible, donc voilà. Et qu'est-ce que fait Warner ? Warner, ils sont déjà en train d'essayer de lancer le DC Multiverse, là, pour faire concurrence à Disney et le MCU. Et vraiment, ils font ça dans une panique totale, parce qu'ils ont tellement de retard que et rassembler les super-héros, c'était un job
confié à Zack Snyder. Zack Snyder n'est plus là. Du coup, ils se disent qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Qui engagé ? Bah, je sais pas, rappelle le mec qui a fait les Avengers, vu qu'on essaye de faire les Avengers de Warner, appelle ce mec-là. Donc ils embauchent Josh Whedon, qui était le réalisateur de Avengers et de Avengers l'ère d'Ultron, la suite. C'est ça qui est assez fou. Ouais. Et apparemment le mec sait faire, donc vas-y, colle-le sur notre projet. Et là, Josh Whedon arrive, grassement payé par la Warner, prend ses petits ciseaux, regarde ce que Snyder a fait bon bah ça on coupe, ça c'est de la merde, ça me fait chier. Il répond au cahier des charges, il fait un film de 2 heures. Il essaye de lui injecter de l'humour parce que une des raisons pour laquelle ce DC Multiverse ne marche pas, c'est que à côté c'est des maîtres de l'humour, le MCU, et du coup le DC Verse essaye de faire dans le sombre, mais le sombre ça ennuie un peu les gens. Donc ils disent à Josh Whedon, tu veux pas injecter de l'humour là-dedans et tout, donc lui il fait des reshoots, il rappelle, il retourne des scènes. Voilà, il rappelle les comédiens, ils leur disent venez on va retourner les trucs là pour donner une nouvelle cohérence à tout ça, et bref il fait un Glooby-Boulga, il fait exactement ça, c'est un Glooby-Boulga de je coupe des scènes, je coupe un projet, j'en fais un truc de 2 heures, je le remanie à ma façon, je tiens un cahier des charges, je tiens un agenda, et pim le film sort, donc il peut pas être bien. Et ce qui est très drôle, l'anecdote qui a couru partout à ce moment-là, et j'ai même prévu une image exprès pour vous dire à quel point ça a quand même fait parler, c'est que parmi effectivement ces reshoots, on rappelle des comédiens dont les agendas sont quand même relativement chargés après qu'ils aient terminé officiellement le tournage de Justice League, et on rappelle notamment Henry Cavill pour tourner quelques scènes en plus, sauf qu'Henry Cavill pendant le même temps il est en train de tourner Mission Impossible. Et qu'est-ce qu'il a pour Mission Impossible ? On lui a demandé de se faire pousser une moustache, mais une grosse moustache naturelle quoi, c'est pas le postiche qu'on rajoute, c'est non on lui voulait une vraie moustache de camionneur quoi. Donc en même temps les producteurs de Mission Impossible disent non mais nous il y a pas un cas où il se la rase parce que derrière le tournage il doit reprendre, c'est la merde intégrale, genre vous vous débrouillez mais ils tournent les deux en même temps donc voilà, ils tournent les deux en même temps. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont fait tourner avec sa moustache, ça c'est des plans de tournage, et ils l'ont effacé numériquement en animant un petit peu sa bouche de façon un peu bizarre, et ça donnait tout un tas de scènes dont le monde entier s'est ri pendant quelques temps. Ouais, et j'en pouvais plus moi. Le truc de la moustache Henry Cavill sur les réseaux sociaux là, vraiment ça m'a gonflé. Oui, comme beaucoup de choses, ça a été assez lourd assez vite. Et tu crois pas si bien dire effectivement Lucie, puisque il y a eu ensuite toute une gronde qui est montée. Donc après cette, c'est ça, c'est qu'en 2017 on dévoile, le film est sorti quoi. On dévoile ce film de Zack Snyder qui est vraiment un film de Zack Snyder, mais remonté à la demande de la Warner par Josh Whedon, qui a retourné des scènes et qui en a fait tout autre chose. Donc on dévoile ça pour tenir l'agenda et pour se faire plein de pognon au passage, et tous les fans voient le truc et disent mais vous êtes des dingues ou quoi, ça n'a aucun sens votre truc, c'est un film de merde et tout ça. Alors que donc des solutions les plus logiques qui auraient dû s'imposer, c'est les mecs c'est pas grave, on le repousse ton film, tu vois, c'est bon quoi, sauf que non. Ouais non parce que dans ces logiques de multivers, de calendrier, de deadline, etc., c'est que le film il s'inscrit dans un certain moment. Oui. Et il peut pas arriver après exactement. Un autre, ou on peut pas tout repousser quoi. À l'époque il y avait pas de crise sanitaire, il y avait pas de Covid-19, tout ça. Un agenda c'est un agenda. On sort 2 films de super-héros par an, où on a prévu des slots pour des blockbusters, on les sort à ce moment-là, et tant pis si le mec qui chapeautait tout ça il a une fille qui s'est suicidée et qui peut pas être là. Je veux dire, le film il doit être là, et voilà. Donc on sort cette cut qui est celle de Joss Whedon et qui est un massacre, un enfer. C'est catastrophe. C'est un film qui n'a ni queue ni tête. Qui a surtout pas d'âme. Qui a pas de personnalité. Et en plus, on le sent ça. On s'ennuie pas, enfin dans le sens où on n'a pas le temps. C'est pas interminable du tout parce qu'effectivement on n'a pas le temps. On passe d'un truc à l'autre, on jongle d'un personnage à un autre, ça dure vraiment 2 heures chrono en main pour justement encore une fois contrer les critiques qui avaient été faites à Batman vs Superman comme quoi à 2h20, 2h30 c'est trop long, vas-y on fait moins quoi. Sauf que là on fait moins de façon très très radicale. Et ça marche pas tout à fait comme ça en fait quoi. On fait pas rentrer une histoire au chausse-pied et donc à partir de là ça s'est su que c'était pas la version de Snyder, et donc il y a un vent qui est monté sur les réseaux sociaux principalement, et qui a dit #release Snyder's Cut. Tout à fait.
montrez-nous la version de Zack Snyder. Et encore une fois, pour la faire courte, il y a eu tout un tas de rebondissements là-dessus. Snyder lui-même s'est prononcé plusieurs fois. Il y en a une, il n'y en a pas une. Oui, il y en a une, mais je peux pas la voir. Oui, mais c'est en discussion. Oui, mais machin. Enfin, voilà, il a fini par renégocier un budget, encore une fois pour la faire très très courte, pour pouvoir remonter des choses, refaire de la post-prod, de la post-synchro, etc. Donc ça finit par se faire. Il y a les acteurs à un moment donné qui ont un petit peu vendu la mèche en disant oui c'est bon, ça va finir par se faire. Et voilà, on a ce qu'on a aujourd'hui, mais ça a mis du temps encore une fois à arriver. Ça Puis fait des mois qu'on en parle. Il y a aussi les circonstances qui font qu'il y a une bonne fenêtre pour ça, c'est-à-dire la crise sanitaire, les salles de cinéma fermées et tout. Peut-être que Warner a profité de l'occasion pour se dire bon bah ok, voilà un projet qui nous coûtera pas énorme, qui peut nous rapporter, qu'on peut montrer sur les petits écrans, on n'a pas besoin de faire une campagne marketing internationale, etc. Et pour faire en plus un produit d'appel pour HBO Max, là où encore une fois les films de la Warner qui devaient sortir en salle vont patienter encore un petit peu pour savoir s'ils vont être disponibles plus ou moins en même temps dessus, mais celui-ci il est dispo directement sur cette plateforme-là, sans passer par les salles. Voilà, il est disponible légalement que via cette plateforme-là. Et tu sais, ça me rappelle une autre histoire. C'est là où les fans sont intéressants quand même sur Internet, c'est qu'ils arrivent à accélérer une conversation et à obtenir ce qu'ils veulent, ce qui est hyper sympa. Et ça me rappelle une autre histoire qui date d'il y a 4 ans maintenant, qui a été le moment où la chaîne Showtime a commencé à contacter David Lynch parce que il y avait des fans de Twin Peaks qui avaient remarqué que dans une scène, Laura Palmer disait à l'agent Dave Cooper on se reverra dans 25 ans. Et qu'on était, ça y est, 25 ans plus tard. Donc les fans disaient sur internet si on avait une nouvelle saison de Twin Peaks. Donc le PDG de Showtime est allé voir David Lynch en lui disant t'aurais pas une saison 3? Et David Lynch lui a répondu si, j'ai une saison 3, tac, la voilà, et c'est moi qui chapeaute tout, et c'est moi qui fais ce que je veux, et je veux autant de pognon que je veux. Et le mec de Showtime lui avait fait non. Et du coup, David Lynch rêvait désolé, t'auras pas de saison 3 de Twin Peaks, et tout le monde sur internet, y compris les acteurs, c'est pour ça que j'y pense, y compris les acteurs étaient là genre mec, juste file les pleins pouvoirs David Lynch, file la thune, donne l'argent, open bar David Lynch, et voilà, et sous la pression d'internet il avait fini par céder, ce qui nous a filé cette saison 3 de Twin Peaks que je trouve absolument délicieuse et merveilleuse, qui doit te laisser perplexe total. Bon. Voilà, comme quoi les fans peuvent vraiment être des accélérateurs de conversations de ce genre et jouer sur l'industrie. Oui, mais c'est exactement comme pour le Alive 2017 des Daft Punk où ils ont fait il y a eu un Alive 97, un Alive 2007, ouais faites le Alive 2017 et là il y a rien du tout. Voilà. Mais quand même c'était très drôle, on a passé un bon moment et tout ça pour dire que donc non seulement maintenant la Snyder Cut est ressortie en bonne partie grâce aux fans et grâce aux réseaux sociaux, mais maintenant par rapport à tout ce qu'induit la Snyder's Cut, et on va finir par en parler, vous inquiétez pas, il y a ce nouveau mouvement, comme tu le dis Lucie, avec un nouveau hashtag Restore the Snyderverse, puisque derrière effectivement Justice League met en place tout un tas de choses et introduit quand même pas mal de personnages qui sont propres à l'univers d'ici et qui ont été non seulement coupés au montage de la version salle, mais en plus côté abandonné derrière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont pas dans ce film-là, on considère qu'ils n'existent pas du tout et on leur donne pas du tout de temps d'écran et on focalise sur les quelques personnages principaux qui restent. Donc eux sont complètement passés à l'as, alors que visiblement Snyder avait quand même des idées pour le reste. Savoir s'il allait lui-même les réaliser, on ne sait pas, mais en tout cas il avait posé des jalons qui n'ont donc pas été suivis. Mais ça laisse en tout cas imaginer ce que ça aurait pu être encore une fois. Et de toute façon dans l'idée, nous on aime bien quand les réalisateurs ont un petit peu le dernier mot, quand la version qu'ils ont en tête arrive à s'échapper, quoi. C'est pas une director's cut, c'est pas toujours indispensable, c'est pas toujours mieux, mais au moins ça reste un point de vue différent et t'as le point de vue d'un artiste, ouais. C'est ça. On peut se poser la question philosophique derrière de à qui appartient vraiment un film, est-ce qu'il appartient à son réalisateur, est-ce qu'il appartient à ses producteurs, est-ce qu'il appartient au studio qui chapeaute le tout, etc. Reste qu'il y a quelqu'un qui a en tout cas un point de vue artistique sur son œuvre et un point de vue qui mérite d'être exprimé en fait. C'est
toujours une conversation qui est intéressante à avoir avec les réalisateurs qui, c'est vrai, aiment beaucoup avoir le dernier mot sur leur film, mais tu vois, il y a un cinéaste que j'aime beaucoup, un cinéaste américain du cinéma classique, qui s'appelle Howard Hawks, et qui lui a toujours expliqué quand on l'interviewe que il a toujours accueilli avec beaucoup de bienveillance les conseils des producteurs, même quand les conseils n'étaient pas vraiment des conseils, c'était juste je vais faire comme ça et c'est pas autrement. Parce qu'il disait, du coup ça me forçait à être inventif, à remanier le scénario, à être créatif et tout ça. Donc lui, il avait jamais de problème avec le fait que les producteurs lui disent c'est pas comme ci, c'est comme ça. Oui, il y a aussi ça à prendre en compte, c'est-à-dire que c'est pas forcément un mal qu'il y ait des personnes qui soient au-dessus de toi et qui te disent là t'as une histoire ou ton point de vue, ou alors tu sais quoi, on va pas forcément le faire en 4 tiers noir et blanc muet, on va peut-être faire un truc un poil plus accessible. Ouais, voilà. Typiquement, enfin, c'est un exemple musical, mais typiquement Radiohead, depuis qu'ils sont plus chapeautés par personne et qu'ils font ce qu'ils veulent, ils me font chier. Désolé, mais ils me font chier, quoi. Ça m'ennuie de les écouter. Ça se sent qu'il n'y a plus un mec pour leur dire les gars, faut un peu passer à la radio, faut un peu vendre des disques, faut un peu. Désolé, mais faut un peu faire quelque chose qui plaît aux gens. Vous n'êtes pas tout seul dans votre univers, quoi. Donc une director's cut, ça peut être ça peut être très bien comme celle de Blade Runner, puis qui est ton film préféré, et on sait à quel point on a gagné de la director's cut. Ah la vache, oui, par rapport à la première version sale. Ouais. Bien sûr, mais ça veut pas dire que c'est toujours bien chez Ridley Scott les director's cut. Il a fait des director's cut qui sont désastreuses. Aucun intérêt. Et d'autres qui sont formidables. Kingdom of Heaven, c'est regardable en director's cut. Ça le sera jamais en version producteur. Donc bon, c'est pas une science exacte la director's cut. C'est pas parce qu'un mec dit ah bah voilà, ça c'est le film tel que je le voulais initialement qu'il faut que tout le monde dise amen, c'est beaucoup mieux. Mais en revanche, ça en fait un film bien plus personnel. Comme l'est ce Justice League. Et oui, déjà, ce qu'on peut dire, venir au deuxième point, est-ce que ça le rend meilleur que la version de base en salle ? Ça le rend beaucoup plus fidèle à son cinéaste. C'est indéniable. On a l'impression de voir le film d'un artiste, d'un mec qui est derrière et qui a pas les pleins pouvoirs, mais qui sait exactement dans quelle direction il va, qui sait ce qu'il veut voir à l'écran. On a vraiment l'impression de voir une œuvre de Zack Snyder, quoi, ce qui n'était pas du tout le cas avec l'autre film. C'est ça, c'est que celui d'avant, voilà, Zack Snyder qui est un cinéaste avec une patte bien définie quand même depuis le temps. Celui d'avant, la première fois que tu le vois, de toute façon ça va tellement vite que t'as même pas le temps d'analyser, t'as même pas le temps de remarquer ce qui fait la patte de n'importe qui. Ça peut être. Ça va dans tous les sens. Oui, ça peut être n'importe quel tâcheron qui tourne ça et qui monte ça vite, et c'est... Pas complètement, parce qu'il y avait quand même des morceaux de Zack Snyder pur sucre, hein, dans le premier, je pense notamment à tout le moment où il n'y a pas de spoiler, c'est le même film hein, que Justice League, mais tout le moment qui est consacré à ressusciter Superman, et à un moment où on s'attarde beaucoup sur... les corps athlétiques de ces super-héros, etc. De toute façon, Snyder's Cut, c'est 4 heures de ça, par ailleurs. Mais donc, cette scène-là qui était gardée, pas à l'identique, mais qui était vraiment... qui est similaire dans les deux du film, de toute façon. Qui est le cœur du film et qui est similaire dans les deux versions, on sentait que c'était du Snyder et ça allait. Là où ça déconnait complètement dans la version montée par Whedon, c'est qu'il y avait des moments d'humour qui étaient de l'humour typique Whedon, qui moi me plaisent bien hein, par ailleurs, mais je comprends que les fans se soient sentis complètement désarçonnés. En fait, c'est toujours pareil, c'est comme tout n'était pas au même niveau, ça crée de la dissonance, et donc tu avais vraiment l'impression de te dire mais qu'est-ce que je suis en train de regarder Oui, qui est le capitaine à bord. On essaye de me faire rire à ce moment-là précis, alors que pendant 90% du reste du film, c'est c'est pesant et on fait comprendre que c'est très lourd. Donc c'était vraiment le problème venait principalement de là en fait. Mais ce qui est merveilleux avec cette Snyder's Cut et qui en fait vraiment pas un ovni, mais un objet très intéressant pour l'histoire de l'art, c'est que c'est un très bel exemple pour montrer qu'un film ne s'écrit pas... il s'écrit en plusieurs temps. En fait, il s'écrit une fois quand on écrit le film, on écrit l'histoire, une fois au scénario. Il s'écrit une fois à la réalisation quand on le tourne, et il s'écrit une troisième fois quand on le monte. Et cette Justice League plus la Snyder's Cut de Justice League montre bien à quel point le montage est essentiel dans l'identité d'un film, quoi. C'est bien pour ça que autant de réalisateurs se battent pour avoir, si ce n'est le director's cut, le final cut, c'est-à-dire pour avoir au moins le mot final sur ce à quoi va ressembler leur film
après montage, et ça se faisait beaucoup, je pense notamment pour parler du cinéma classique, où les cinéastes qui avaient le final cut, c'était des dieux vivants, quoi. C'était, il y avait quasiment personne. Il fallait avoir un statut, mais assez irréel la plupart du temps. Effectivement, c'était le studio qui arrivait à la fin et qui disait okay, ça me fait chier. C'est très bien, ça m'emmerde. Bien, ça fait, voyons voir. Voilà. Ok, bon, on va garder ça. Voilà. C'est ça. Et voilà, aujourd'hui, c'est un peu plus. Ça dépend dire, qui t'es. Ça dépend beaucoup de ton statut, ça dépend aussi de ton studio. Si c'est chez les indépendants, il va te laisser plus ou moins de latitude, etc. Mais à partir du moment où on est dans des grosses machines comme ça, part du principe qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui va à un moment arriver avec la main sur l'épaule et te dire tu fais comme on t'a dit. Et encore une fois, on est très content d'avoir ces deux versions-là. Donc celle-là, tu l'as dit, c'est un film de Snyder pur jus. Et c'est peut-être là finalement où le bas blesse pour nous. Pour toi et moi. Oui. Ouais, parce que autant on voit bien que Snyder est un artiste et quelqu'un qui a un vrai regard et qui veut quelque chose et qui est très déterminé, autant on a le droit de le lire, nous ça nous parle pas. Moi personnellement, plus un film va être Snyder, plus il va un petit peu m'ennuyer ou je vais être déconcerté. Sûrement pas sur son premier film en tout cas. Là, L'Armée des Morts, le remake de Zombie de Romero, était un truc, moi je l'avais vu, j'avais 20 ans, j'étais allé le voir au cinéma dès son premier jour, j'avais pris une double baffe dans ma gueule. C'est vraiment très bien. C'est inouï ce film. Mais c'est vrai que déjà 300, ça m'avait fait marrer, mais je me disais, l'imagerie me plaît pas trop et tout, enfin, ces trucs très très fond vert, avec des mecs super musclés au premier plan qui sont des actionneurs au ralenti, comme ça, pour qu'on voit les mouvements du corps se décomposer. Encore une fois, c'est venu au bon moment, je pense que c'était pas longtemps après Sin City, où c'était plus ou moins dans la même... C'était une sorte de mode. Dans la même mouvance, très fond vert, très décor en image de synthèse, très stylisé à l'extrême. Mais ça se prenait pas au sérieux, ça se prenait pas du tout au sérieux. Donc moi j'y voyais un film, une espèce de film de gladiateur... super gay friendly, tu aimes les films. Et voilà, tu aimes les films de gladiateur, je me disais ça pendant tout le film, tu vois, je me disais ok, j'ai laissé mon cerveau à l'entrée et puis c'est sympa et ça se regarde bien. Mais déjà avec Watchmen, je commençais à tiquer et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, parce que j'ai dit sur les réseaux sociaux que je détestais la Snyder's Cut, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non mais t'as pas compris ce qu'il essaye de faire et de reproduire l'esthétique des comic books au cinéma, de leur donner une sorte de réponse sur le grand écran. Et je vois ce qu'ils veulent dire, c'est juste que je n'ai aucun intérêt personnel dans les comic books et leur représentation à l'écran, si elle est très très fidèle, et si c'est ça, être très fidèle, pour le coup, ça m'emmerde un peu. C'était très vrai dans le cas de Watchmen, où tu pouvais reprendre des plans et regarder, tiens, ça c'était le cas, et puis t'enchaînais, voilà. Et puis voilà, il y avait vraiment mais à un moment où en tant qu'auteur, tu peux te dire, ok, donc le mec n'a pas essayé de faire sa version du truc, il s'est dit, je vais prendre la case, elle est bien cadrée, et normal, c'est Watchmen, donc c'est un des plus grands comics de tout le temps. Donc effectivement, c'est très très bien, donc je vais faire la même chose. Et déjà de base, tu peux te dire, bon, on est à ce niveau-là d'adaptation, quoi. Et en plus de ça, pour les comics, sans être absolument du tout un spécialiste, comme on nous l'a dit, il n'y a pas spécialement de comics Justice League qui raconte cette histoire-là, hein, c'est juste des personnages qui existent indépendamment, et ce film-là raconte une histoire originale qui n'existe qu'au cinéma, avec ces personnages existants, certes, et en plus de ça, une esthétique comics, ça me paraît un peu réducteur, dans le sens où il y en a eu tellement... D'autant plus en mettant ces personnages-là que je vois pas très bien ce que ça veut dire en fait. Il y a plein de propositions de ce qu'est une esthétique de comic books transposée au cinéma. Ça c'est la proposition de Snyder, mais si tu parlais de Sin City en a une autre. Le MCU, ce que fait le MCU est une autre proposition. Il y a plein de gens qui ont une proposition. Alain Chabat, quand il traduit Astérix sur grand écran, ou le Marsupilami, ce qu'il en fait me paraît pas infidèle au matériau d'origine, même s'il prend beaucoup de liberté. Donc on peut proposer plein de trucs qui vont être des adaptations de comic books à l'écran et qui vont être plus ou moins fidèles en fonction de ce qu'on en fait. Mais la réponse de Snyder n'est jamais qu'une réponse parmi tant d'autres, finalement. C'est ça. Et je peux faire un tout petit point histoire du cinéma. Oui. Parce que, au fait, on aime bien. En regardant... On pourrait faire un jingle.
Petit point histoire du cinéma. Non mais en regardant la Justice League, même si j'étais un petit peu en train de m'ennuyer, il y avait un truc qui m'a rappelé autre chose, c'est que de voir tous ces plans très très ralentis avec des effets spéciaux derrière, où on s'attarde sur la décomposition du mouvement hyper musclé, du travail du corps, etc. Je me suis dit, au fait, ce qu'il aime est pas loin de ce qu'aimait déjà Leni Riefenstahl, qui est une cinéaste allemande, il y a presque 100 ans maintenant. Et Leni Riefenstahl, pour vous la faire très très brève, était une cinéaste engagée par le régime nazi pour faire des films de propagande, notamment un film de propagande qui est très très célèbre, qui s'appelle Les Dieux du Stade, Olympia, le vrai titre c'est Olympia, et sur les JO de Berlin de 36. En 36, voilà. Et du coup, Leni Riefenstahl était pas du tout la première cinéaste à filmer des sportifs en mouvement. Ça a été fait dès les premiers temps du cinéma, dès les tout premiers films de la fin du XVIIIe siècle. Mais c'était la première à trouver une formule, à trouver un gimmick, à se poser les bonnes questions et à se dire comment je les mets en valeur, comment je les sublime et comment j'invente les codes qui sont aujourd'hui toujours les codes actuels de comment est-ce qu'on filme un marathon, comment est-ce qu'on filme un 100 mètres, comment est-ce qu'on filme des athlètes, comment est-ce qu'on fait un ralenti sur le moment où ils jettent le javelot, etc. Machin. Donc elle invente tout ça. Et je revoyais le film hier pour préparer cette émission, et en le revoyant, je me disais, mais ce qui me passionne, c'est que quand elle le fait, il n'y a pas 5 milliards de tonnes de CGI derrière pour sublimer le truc. C'est que, au fait, c'est vraiment les corps, c'est vraiment le mouvement, c'est vraiment le truc, ils sont vraiment dans l'action. C'est vraiment des dieux du stade. Alors que ce qui me fatigue un petit peu chez Snyder, c'est qu'il utilise tellement les CGI que finalement plus rien n'a de valeur, plus rien n'a d'importance. Son super méchant en CGI, on en reviendra tout à l'heure, mais c'est un des plus mauvais super méchants que j'ai jamais vu, tellement il est CGI, j'en peux plus quoi. On peut y aller, hein. De toute façon on est parti sur le film en lui-même, donc, mais moi ce qui m'a choqué, alors, en le revoyant non, parce que c'est encore une fois pas spécialement le même film, mais quand même, c'est à quel point, je suis désolé, et pourtant j'ai vu j'ai vu pour la première fois le Captain America, le premier, donc 2011, il y a quelques jours. Je trouvais déjà que c'était d'une laideur ahurissante, mais alors là, il y a rien qui n'existe dans ce film, et en fait c'est le problème, c'est-à-dire que celui-là, il dure 4 heures, il met l'accent sur les personnages à fond, voilà, ils ont chacun leur petit moment de bravoure, leur petite timeline, leur petite origin story et tout, et c'est très bien. C'est ce qui manquait justement dans le film de base. Mais alors par contre, autant les personnages existent, autant les lieux, c'est inconsistant. De toute façon, ça l'est, puisque ce sont des lieux qui n'existent pas. La ville, même une rue lambda, tu sais que le deuxième building, il n'existe pas. Il y a même un plan, justement, quand il ressuscite Superman et qu'il arrive au niveau de ce monument, là, sur la pelouse, où il y a un flic qui est accoudé sur sa caisse, et la même caisse, 2 mètres plus loin, n'existe pas non plus, et ça se voit. C'est affreux quoi, visuellement c'est d'une laideur à pleurer. Mais c'est des trucs qu'on aurait pu pardonner à Sin City, mais justement dans mon sens, parce que Sin City c'est une ville qui n'existe pas vraiment, ou c'est vendu comme tel, c'est une ville là aussi on est toujours dans des Gotham et dans des il joue la carte ville de comics. Il y a des onomatopées, il y a des fonds noirs, des fonds blancs, c'est stylisé pour faire en sorte que tu comprennes que ça joue film noir, et on ne vend pas ça comme une ville de ton époque avec des gratte-ciels et avec des gens qui vivent dedans et tout. Celle-là, on sait que c'est Metropolis et que c'est Gotham, mais on essaye de te la vendre quoi, un minimum. Et que ce soit ça ou autre chose, c'est-à-dire quand ils rentrent dans la Batcave, en fait on sait même pas où ils sont. Quand Wonder Woman elle arrive une première fois qu'elle rencontre Bruce Wayne, on sait pas comment elle est arrivée là. Quand elle descend dans la cave sur l'Acropole, on sait pas où elle descend. Quand ils arrivent dans l'espèce d'égout qui est soi-disant sous une île, sous le port et tout, ils sont arrivés là, le bordel il arrive dans le tunnel, on sait pas d'où ils viennent. Enfin je sais pas, c'est pas essentiel. Je dis pas qu'il faut montrer, le film fait déjà suffisamment long comme ça, je dis pas qu'il faut montrer toutes les transitions, mais on a besoin de comprendre un minimum. Enfin ça m'a autant gêné
visuellement et en plus narrativement, je trouve que c'est compliqué de me vendre un univers qu'on veut crédible, sinon on n'essaierait pas de me vendre des personnages qui ont des histoires aussi creusées. Si c'était pas pour me vendre un univers dans le global, sauf que cet univers-là, je n'arrive pas à y croire, j'arrive pas à croire qu'il existe. Même cette Atlantide, là, ce truc sous la mer, où encore une fois, il est en Islande, et puis... Et puis, non mais... Je comprends pas où sont les Amazones, je comprends pas comment ça fonctionne. Je te comprends, et en même temps, il y a quelque chose chez Snyder d'hyper assumé là-dessus, c'est-à-dire que il embrasse le grotesque et il le câline complètement, tu vois. La première scène où on voit Aquaman qui se remet dans la mer, il est suivi par des Islandaises qui d'un coup se mettent à chanter à plusieurs voix, tu vois. C'est un truc complètement absurde où elles sont là complètement envoûtées par le charisme et le charme du mec et tout. Et ok, ça j'aime bien en l'occurrence. C'est un peu joyeusement débile, mais tout ce qui est joyeusement débile, j'ai l'impression qu'il l'assume, tu vois. C'est genre, ouais, ils sont arrivés dans l'égout, ils sont là, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas comment ils sont arrivés là, mais on s'en fout, c'est grotesque, de toute façon ils ont des masques et des capes et tout ça, enfin, il y a quelque chose d'assez assumé. Mais si tu assumes le côté joyeusement débile de ton film, pourquoi t'essayes derrière ça de lui donner un ton aussi grave, aussi sinistre, aussi dépressif, aussi genre... On parle de vrais trucs graves, tu vois. Moi, c'est ça qui me fatigue aussi. Ça me rappelait justement le film d'avant, qui était Batman vs Superman. Et je vous jure que c'est vrai, c'est un truc qui m'est arrivé, ça, dans ma vie, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois, c'était devant Batman vs Superman. Le film était tellement éprouvant pour moi et tellement long que dans les 5 dernières minutes, je me suis entendu dire très fort dans la salle, hein, il y a des gens qui m'ont entendu, je me suis entendu faire putain mais c'est interminable ce film quoi. Alors que jamais ça m'est arrivé dans notre... Et là j'en pouvais plus, je disais, mais quand est-ce que ça se finit? Ça ne se finit jamais en fait. Il y a Tubuline qui te fait coucou en utilisant tes emojis. Hello. et alors pour le coup celui-là c'est le même en pire je sais pas, mais bon sur les 4 heures. Alors c'est séparé en chapitres, ça au moins c'est trop sérieux quoi. C'est au moins ce bon goût là, mais en plus c'est un film qui n'en finit pas de finir quoi. Il y a un moment où t'es genre l'épilogue dure plus longtemps qu'un chapitre normal, c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça serait un épilogue. Et parce qu'en plus quitte à divulgacher à moitié, il y a ce rêve qui intervient dans cet épilogue qui rappelle celui de Batman vs Superman en plus, mais qui n'a rien à foutre là. S'il y avait un truc à couper, c'était ça quoi. Ça n'a aucun sens de faire ça là, à part encore une fois pour nous teaser un espèce de multivers et en fait c'est ce qui va arriver. Ok, mais c'est ce qui fait la naissance du hashtag dont Lucie nous parlait tout à l'heure, Restore Snyderverse quoi. Elle adore ton émote. Merci beaucoup. Mais oui, mais on ne s'en lasse pas. Sauf qu'encore une fois, ça rajoute un truc, un truc encore plus pesant parce que t'as Joker qui arrive parce que oui, il y a Jared Leto dans le film, voilà, vous l'avez, il est là, il a un nouveau costume. Et cette scène-là est beaucoup trop longue et beaucoup trop gênante. Je peux dire un truc sur ce look de Jared Leto. C'est le plus gros aveu d'échec du film, j'ai l'impression. Oui. Parce que le Joker de Jared Leto, initialement, s'était fait super bâcher parce que il était beaucoup trop grimé, beaucoup trop soigné. Beaucoup trop bling-bling. Il avait des dents en or, des tatouages. Et t'as l'impression que là, ils se sont dit « Ah merde, on a tout foiré !» Comment il avait fait le mec qui avait réussi le Joker? Comment il avait fait? Ah, il avait fait comme ça là, hein, il avait fait un truc de merde. Bon bah voilà, tu fais pareil. Et t'as l'impression de voir une espèce de pâle copie du Joker de Heath Ledger. Mais de toute façon, c'était déjà le cas dans la manière dont il le jouait, mais j'ai l'impression que là, c'est sur ces prises là. C'est à 2000% du sous Heath Ledger quoi. C'est vraiment le mec assume pas du tout et prend je sais pas, il retourne sa veste complètement. Et je sais pas, c'est triste de voir ça. C'est très étonnant. Mais en tout cas, oui, bref, tu disais sur le ton du film, ça dure 4 heures, on l'a dit. Les personnages ont chacun leur petit moment. D'ailleurs, je vais pas trop calculer, mais j'ai l'impression que chaque chapitre correspond plus ou moins à un personnage. Et que, effectivement, notamment Cyborg gagne en épaisseur, Flash aussi un petit peu dans les scènes avec son père, etc.
Ça, c'est pas une mauvaise idée dans l'esprit, si encore une fois, c'était pas aussi déprimant. Aussi noir, aussi sombre et aussi cliché, par moment, c'est pas très surprenant tout ça. On entend beaucoup aussi, je suis désolé, on est en train de vraiment sortir du cœur sur tout ce qu'on a à dire, alors que ça vaut pas zéro, enfin ça vaut pas rien, c'est un film intéressant, mais beaucoup de gens disent que au moins cette durée de 4 heures permet à Snyder de développer son scénario et de le rendre un peu plus cohérent. C'est vrai qu'on a beaucoup plus d'introduction de personnages, ce qui est agréable et tout, mais moi j'ai vraiment eu l'impression que sur ces 4 heures, la première heure était utilisée à nous parler de pourquoi le méchant voulait 4 boîtes. Non, 3 boîtes. Il y a 3 boîtes à récupérer. Le méchant, le grand méchant du film, Steppenwolf. Pas celui qui chante Born to be Wild. Steppenwolf. C'est très difficile. C'est un problème. C'est un problème, mais c'est pas grave. C'est Steppenwolf. C'est vraiment un problème. Pendant toute la première séance de Justice League, j'étais là genre. Donc Steppenwolf est le grand méchant. Il cherche des boîtes. Et il cherche 3 boîtes. Et avec 3 boîtes, il détruit le monde et toute vie existante. Et il trouve l'antivie ou je sais pas trop quoi. C'est un truc qui vient en plus, qui est pas dans la version de base. Il y a une arme supplémentaire dont on comprend pas très bien comment il s'en rend compte, ce qu'elle est, whatever. Il y a un autre méchant par-dessus lui qui là encore n'était pas dans la version originale. Peu importe. Pour vous expliquer pourquoi il y a un méchant et qu'est-ce qu'il vient faire là et pourquoi on réunit des super-héros, et ben le méchant il veut 3 boîtes. Et on passe la première heure du film à vous expliquer à grand renfort de flashback avec des voix off pourquoi il veut les 3 boîtes. C'est le moment Seigneur des Anneaux Isildur de Justice League avec cette bataille qui se passe avant les autres batailles. Un peu. Et encore une fois, pour le coup, révèle beaucoup de problèmes de narration, je trouve. C'est qu'on nous dit, et puis là, il y avait The CRS. C'est ça. Quoi? Oui. Et puis visiblement il y a Artemis parce que elle a un arc mais qui tire des flèches dorées, donc c'est un peu plus forte, mais on nous dit pas il y a Artemis, on nous dit il y a The CRS, il y a des Green Lantern, mais ça non plus on ne le dit pas. Et puis en plus les seules fois où ils sont à l'écran, les pauvres, il y en a 2 qui sont crevés. Et puis il y a des personnages comme ça donc. Enfin, ils sont là pour être là, autant, par exemple... C'est assez artificiel. Cette scène d'Isildur sert parce que c'est des personnages qu'on va revoir, ou dont on nous parle, ou voilà, qui ont une importance dans le récit au global. Là, pas du tout. Pas du tout. C'est un flashback avec des personnages qui n'existent pas pour nous. Il y a Tumulune qui me cherche en disant ça vaut pas 0, ça vaudrait pas 1. Si, à mes yeux, ça vaut 1. Mais je comprends qu'aux yeux de tout le monde, ça ne vaille pas 1. Et d'ailleurs, je pense qu'aux yeux de l'histoire de l'art, ça vaut pas 1. C'est juste, moi, ça me contrarie. Mais pour revenir à ce que tu dis, c'est très juste que ce qui dans le Seigneur des Anneaux ne semble pas artificiel, là semble complètement fabriqué et uniquement là pour te justifier qu'il va y avoir un scénario derrière. Et moi pendant toute cette première heure j'étais là, frère, je m'en fous de pourquoi il veut les 3 boîtes, je m'en fous de ce que c'est les 3 boîtes, je suis très au fait que c'est le MacGuffin de ton film, les 3 boîtes, c'est-à-dire l'élément de scénario qu'il faut bien avoir parce qu'il faut bien qu'on vous raconte quelque chose, mais en même temps on sait bien que on est là pour rassembler des super-héros, c'est ça l'intérêt du film. Donc, me parle pas des 3 boîtes. Rassemble les super-héros. Me parle pas des 3 boîtes, je m'en fous. J'achète. Il faut 3 boîtes. D'accord. On est dans un cas typique de chose qui aurait mérité d'être dégagée, en tout cas qui est pas très très grave. Si t'as pas la bataille que t'as plus ou moins déjà eue, parce qu'en fait c'est aussi au pays des Amazones en plus, donc ça ressemble presque trait pour trait, sauf qu'il y a plus de mecs, et t'as Zeus qui a une espèce de mix entre Gerard Butler et Raiden de Mortal Kombat. Il balance des éclairs, mais comme et il y a Robin Wright. Et il y a Robin Wright qui est là sur 2-3 plans et dit pas un mot. Mais elle a dû tourner ça en même temps que Wonder Woman. J'en sais rien, remarque. J'avance ça alors que j'en sais rien. Elle est là. Parce qu'elle est dans Wonder Woman. Oui. Voilà, elle est là sur 2 plans et puis elle est très contente d'être là. Il y a d'autres mecs dans le film qui sont là sur 2 plans et qui ont vraiment rien à foutre. Billy Crudup. Oui, qu'est-ce qu'il faut? D'ailleurs, il remplit pas pour la suite, lui, il a fait no jour, faites chez votre truc. Bon, bref. Donc ça, c'est la première heure. Première heure, les 3 boîtes, pourquoi il faut les 3 boîtes? D'où viennent les 3 boîtes? M'en fous, mais c'est pas grave. Deuxième heure, présentation de chaque super-héros. Ceux qu'on connaît déjà... c'est ça. Ceux qu'on connaît déjà, on va un peu plus vite, parce qu'on les connaît déjà. Mais alors, ceux qu'on connaît pas, il faut vraiment qu'on s'attarde dessus, il faut vraiment qu'on vous explique comment que Flash, il court vite.
On peut pas juste vous dire c'est Flash, il court vite. Non, on aurait tous compris. Hein, mais alors comment que Flash il court vite ? Il court vite comme ci comme ça. En plus il a un papa qui est en prison. En plus il veut devenir avocat et tout. Et là what ? Je m'en fous. Flash il court vite, il a un costume. Ok. Et il a cette scène, cette reveal scene où il sauve une nana là qu'on reverra pas du tout. J'étais au courant de son existence avant d'avoir vu le film. Je pensais qu'elle allait revenir après. Pas du tout. Non. Et en plus de ça, il a cette scène où il sauve une nana qui a un accident de voiture, etc. Sauf que comme c'est Zack Snyder et comme c'est un grand mec subtil, il y a des saucisses en l'air, comme ça, des saucisses et des hot dogs qui flottent dans le truc. Donc t'es là, genre, t'as l'impression que ça va être la grande scène magnifique de Flash, et là il y a une nana qui est plutôt jolie, qui tu penses qu'il va tomber amoureux, etc. Et il prend une saucisse et il la met dans sa poche parce qu'il est en train de postuler pour bosser dans une animalerie. Oui, il y a tout ça dans ce film. C'est vrai qu'il y a tout ça dans ce film. Et on s'attarde énormément sur Cyborg, qui était un ancien footballeur américain pour l'équipe de Gotham, qui rentrait chez lui avec sa maman au volant, qui a eu un accident de voiture, sa maman est morte, comme c'est original, et il est resté tout seul avec son papa, qui a pas l'air très aimant, mais qui est au fait un scientifique obnubilé par son métier, mais qui en fait est un scientifique au grand cœur qui aime son fils. Tout ça est très original. Donc ça, c'est la deuxième heure. C'est un quarterback qui fait des trucs de ouf, au ralenti, toujours au ralenti. Et pour finir, son papa scientifique le sauve de l'accident de voiture en faisant un cyborg qui peut se connecter dans les réseaux et déverrouiller des clés, des systèmes et aller sur le darknet. Si on nous avait expliqué ça dès le départ, franchement, on aurait gagné du temps. Et envoyer des missiles nucléaires dans tous les sens. Voilà. Je suis à peu près sûr que c'est pas comme ça que ça marche un missile nucléaire, mais pourquoi pas. Bon, peu importe, on aurait pu aller plus vite. Mais bon, il faut s'attarder sur l'histoire de chaque super-héros. Troisième heure, ils se rendent compte que... Et je crois qu'au bout de là, à peu près là, au bout de 2 heures, on voit Batman en costume Batman. Oui, au bout de 2 heures, à peu près ça. Ouais. La troisième heure, ils se rendent compte que même s'ils se réunissent, eh ben, ils sont toujours en galère sans Superman, donc il faut ressusciter Superman. Donc on passe 1 heure à ressusciter Superman. Et quatrième heure, comme Superman il tue le game et il peut pichenetter le grand méchant, eh ben, ils vont juste buter le grand méchant. Fin du film. Et franchement, qu'on me raconte que dans cette version de 4 heures, le scénario tient beaucoup mieux la route, bah, j'ai envie de dire relativement. Ça dépend ce qu'on appelle beaucoup mieux tenir la route. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus artificiel, plus poussif. Je sais pas. Que je rame là-dedans. Encore une fois, je m'ennuie devant cette esthétique. Ça n'arrange rien. Il y a des trucs qui sont plus satisfaisants. On n'a pas envie de voir un film qui va dans tous les sens, où on sort rincé au bout de 2 heures. Je préfère un film qui prend un peu plus son temps. Est-ce que ça valait 4 heures ? Non. Cette version-là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on peut trouver des trucs qui peuvent être mis de côté, des choses qui peuvent être accélérées. C'est-à-dire qu'un jour, Zack Snyder, pendant 2 minutes, il a pas fait de ralenti. En fait, non. C'est bon, il s'est souvenu après que tout est au ralenti. Le mec qui court le plus vite du monde, à la fin, il va à la vitesse de la lumière. Pour nous représenter ça, on a un mec qui court au ralenti. Ça m'a beaucoup choqué ça dans la première scène dont tu parlais tout à l'heure avec les saucisses, qui est la première scène où on voit Flash en action. On se disait mais c'est ce qu'ils font avec Quicksilver dans les X-Men, c'est, tu vois, quand Quicksilver se met à courir, tout est au ralenti autour de lui et lui il est à vitesse normale, ce qui marche hyper bien pour nous expliquer comment lui il voit le monde quand le reste est au ralenti et comment il va super vite. Mais là, Flash, quand il court, il est au double ralenti, c'est-à-dire que le monde est au ralenti autour de lui et que lui aussi il court au ralenti, parce que Snyder est pas content s'il n'y a pas de ralenti, parce qu'on peut pas voir les muscles assez bien, etc. Machin. Donc tout le monde est au ralenti, même les gens qui courent. C'est très bizarre ce truc. Du coup, ça marche pas très bien pour nous donner le sentiment de la vitesse de Flash. Alors qu'à la fin, encore une fois, il va à la vitesse de la lumière, quoi. C'est énervant. Au moins, tu nous fais un plan, genre un truc, genre je sais pas. Et alors pour le coup, je préfère à la fin, c'est un peu plus satisfaisant, etc. Il y a un vrai, encore une fois, genre le double antagoniste, c'est encore une fois pas grand chose, et surtout il a la même gueule. Moi je pensais que ça allait être un mec, non, il a juste la même gueule. Il est même pas, il est plus sapé et tout, il a la même tronche, mais il a un rang en plus, on nous fait comprendre qu'il a un rang en plus. Et de toute façon, il fait rien. Non. Donc encore une fois, c'est le Thanos, c'est-à-dire on nous le tease plusieurs fois. En nous disant quand il va arriver, ça va chier. Voilà, quand il va arriver, ça va chier, et alors qu'en fait, il a la même tronche pas très charismatique, quoi. Et puis, tu vois, dans les très vieux Superman, dans le premier Superman de Richard Donner, tout ça, machin, un truc, on l'adore le premier Superman parce qu'il y a Brando, c'est désuet, tout ça, machin, enfin c'est...
c'est charmant parce que c'est naïf et tout, mais il y a un truc qui nous a tous gonflé dans ce premier Superman, c'est que à la fin du film, Lois Lane est morte, Superman n'a pas pu la sauver, et du coup, pour sauver la situation, il fait des tours de la planète tellement vite qu'il inverse la rotation de la planète, ce qui fait remonter le temps. Pareil, je suis pas physicien, je suis convaincu que ça marche pas comme ça, mais bon, donc il fait remonter le temps et il peut sauver Lois Lane. Et ils font exactement la putain de même chose dans Justice League, c'est-à-dire que la Snyder's Cut décide que si Flash va plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est un non-sens, là, il pourra remonter le temps. Je suis presque sûr que ça ne marche pas comme ça. La physique est cassée, ouais. C'est ça. Et arrête de nous expliquer que c'est parce qu'il remonte. Si tu veux remonter le temps, fais un voyage. Je m'en fous. C'est très très dommage de faire ça. C'est très. C'est très. Je sais pas, soit tu fais du grand guignol et tu nous fais un film marrant, plus proche de la cut de Josh Whedon, que j'aimais bien pour ses traits d'humour, hein, par ailleurs, soit tu fais un truc sombre, et alors à ce moment-là, arrête de faire ces moments grotesques, auxquels on comprend rien. Tout ce dernier combat joue la montre à un point, mais c'est dingue. On sait pas pourquoi on nous explique que Cyborg doit se connecter à un truc, puis être touché par Flash. Donc il faut qu'il puisse se connecter au truc, et une fois qu'il est connecté au truc, faire en sorte que Flash arrive et le touche. Et j'ai pas compris pourquoi il fallait qu'il fasse des tours. Pour atteindre la vitesse, qu'est-ce qu'on en a à foutre. Et sauf que, alors Cyborg il peut pas toujours se connecter parce qu'il y a le grand méchant qui vient lui taper sur la gueule, sauf que quand il est connecté, il y a Flash qui fait des tours, on sait pas pourquoi, qui se prend une balle, on sait pas d'où. Ça joue tellement la montre. On est tellement en train d'écrire des qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça dure un peu plus long. Et voilà, et c'est ça, tu t'as mis le doigt sur un truc, c'est qu'il y en a quand même pas mal des scènes comme ça. Il y en a même un moment où t'as juste quelqu'un dit un truc, travelling, pendant 5 secondes personne ne dit rien, et puis on revient au dialogue. En général, des moments gênants où Ezra Miller qui joue Flash fait, tu vois, juste un petit. Et c'est ça, il y a vraiment des moments où t'as l'impression comment on va faire pour faire durer cette scène plus longtemps. Et c'est là où pour le coup la version d'un réalisateur entre un peu en conflit avec d'autres, et tu dis mais gros c'est bon, elle est finie la scène, on arrête là, on passe à autre chose, tu vois. Et il y a un peu ça, et cet épilogue c'est aussi ça, c'est-à-dire que non, tu fais pas 25 minutes d'épilogue, c'est déjà l'épilogue du Retour du Roi, il est long, et le film arrive à durer seulement 3h30 générique compris, quoi. C'est trop long pour moi, hein, d'ailleurs. Je sais que tu cites Le Seigneur des Anneaux en toute impunité depuis tout à l'heure, mais moi je souffre aussi devant Le Seigneur des Anneaux. Ce que je veux dire, c'est que c'est déjà un épilogue qui est très très long, quoi. Et pourtant le film fait une demi-heure de moins, hein, et on en a déjà relativement marre au moment où ça arrive, et là on est déjà à bout, quoi. Et il y a un petit peu ça traîne en longueur, et pour juste sur un autre trait très caractéristique de Snyder qui est bien présent dans ce film, rassurez-vous, toutes les références au Christ sont encore là, hein, il n'y a aucun problème. Alors, Batman nous dit plusieurs fois comment on va faire pour qu'il revienne, il faut avoir la foi, il le dit genre 3-4 fois, si on a la foi il va revenir. Et qu'est-ce qu'il fait Superman, la première chose qu'il fait au moment où il revit, il monte tout en haut dans le ciel et il met ses bras comme ça, et il y a le soleil devant lui. Voilà. Oui. Ceci dit, il y a d'autres cinéastes qui sont encore plus lourds sur le sujet que lui. Je pense à Darren Aronofsky notamment, qui est de référence christique chez lui. En termes de subtilité, là on est bien aussi. Dingue. Mais tu sais, je viens de te parler d'Ezra Miller, mais ça me faisait penser à un autre truc qui est quand même, mine de rien, genre, on aimerait bien qu'il y ait des défenseurs de ce film ici pour pouvoir s'engueuler avec eux, mais moi il y a un truc qui me gêne, c'est à quel point tu sens que Snyder, en développant tout ça, a capitalisé sur le personnage de Flash comme étant le rigolo de la bande. Oui. Et c'est la seule caution humoristique de tout le monde. Du coup, le mec est tout le temps sur le registre de la blague. Et à un moment, il est lourd. Il est tellement Il y a Aquaman qui pourrait faire un peu le pendant, mais il a pas assez de répliques en fait, c'est presque dommage. Il n'existe pas assez. C'est un peu le tort de la bande, mais il est pas suffisamment con pour être le tort de la bande, mais... Alors que c'est clairement le meilleur personnage de tout ça, hein, je veux dire, en allant voir les films solo, Man of Steel vraiment m'a épuisé. J'ai vu ni Wonder Woman ni Aquaman, j'étais tellement déglingué. Alors Wonder Woman c'est avant effectivement, mais j'avais déjà été traumatisé par Suicide Squad, Batman vs Superman, que j'ai blackout d'ici. Wonder Woman, moi ça m'a pas beaucoup intéressé effectivement, je trouve ça trop sérieux encore une fois, mais Aquaman j'avais trouvé que c'était un film
qui assumait son kitsch de manière assez volontaire, si tu veux. Un peu comme le Thor de Kenneth Branagh, je sais que tout le monde déteste ce film, mais pour moi, il assume tellement le truc kitsch que finalement je me mets à bien aimer ça, je trouve ça deuxième degré, je trouve ça chouette, quoi. Mais, et puis on sent avec cette Justice League de Zack Snyder, là, que Aquaman, qui venait après Justice League dans le calendrier, aurait dû venir avant, et que c'était mieux gaulé comme ça, enfin, il y avait le parti pris de faire ah ouais, Marvel ils font les films solo après et après ils font Avengers. Ben non, on va faire l'inverse. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est branque un peu. Du coup, ça fait que tu dois introduire tes personnages dans ton film qui est déjà censé parler d'une équipe. Donc forcément, c'est le bordel. Alors qu'au moins Avengers, elle se mérite là. C'est-à-dire que dès le début, ils sont ensemble et dès le début, ils vont ensemble faire des trucs, quoi. Je suis pas un fan du tout du premier. Ça me fait chier et le deuxième, n'en parlons pas. Mais au moins, ils sont déjà ensemble au début, quoi. En fait, le multiverse là que Snyder a essayé de créer, que tout le monde veut restituer là sur Twitter, est un truc qui c'est un château de cartes, et ça se voit trop que c'est un château de cartes qui se pète la gueule tout le temps, qu'ils essayent de faire la même chose que les petits copains, mais qu'ils y arrivent pas très bien parce qu'ils ont un calendrier moins grand et tout. Moi, je commençais à m'habituer à me faire au DC verse avec ce qu'ils ont commencé à faire après ça, c'est-à-dire de faire un film qui se tienne à lui tout seul par super-héros. Tu vois, on a eu le Joker de Joaquin Phoenix, comme ça, qui était vraiment un film à lui tout seul. On a eu Birds of Prey, peu importe ce qu'on en pense de Birds of Prey, c'est pas tout à fait réussi, mais qui était un truc qui se tient à lui tout seul. Je préférais quand ça partait dans cette direction, puis d'ailleurs eux aussi financièrement ont commencé à préférer, parce que 1 milliard pour le Joker et tout ça quand même. C'est dommage, il va y avoir une suite. Mince, ouais, mais c'est con quoi. Au contraire, non, on fera pas de suite. Attends, combien on a pris? Ouais, fais une suite en fait. On fera une suite, bien sûr. Toujours prévu de faire une suite. C'est plus intelligent à mon sens comme réponse de Warner à Disney de faire. Nous, on va pas faire comme vous, on va justement faire un film par un film par un film, ce sont des objets à eux tout seuls, et le The Batman avec oui, c'est aussi dans cette logique là, Robert Pattinson, j'ai très envie de le voir, sauf si on me dit ça va être encore une trilogie de Matt Reeves qui va se raccrocher au Suicide Squad ou je sais pas pourquoi, ça me fait chier, ça me saoule. Mais si eux ils ont leur univers indépendant qui marche film par film contre le MCU qui marche avec un grand ensemble, je trouve c'est plus malin, en plus, ça ouvre mieux la porte à faire des trucs sérieux. Oui, en plus de ça, tu peux me permettre d'être sérieux sur un film, ou en tout cas d'avoir ta propre vision sur un film, et puis de toute façon, la bataille, elle est un petit peu perdue d'avance si tu essayes de faire comme du Marvel. Les mecs, ça fait depuis maintenant plus de 10 ans qu'ils sont là, donc leur formule, elle est rodée au poil de... voilà. Et non, autant faire autre chose, et effectivement, ça en prenait la direction... Et c'est j'avoue, il y aura un Flash aussi, le Flash d'Ezra Miller qui est prévu. Bon, Shazam, ils ont tenté, il y en aura un deuxième pour la forme. Voilà. Absolument, j'oubliais Shazam, mais même Shazam en tant que film à lui tout seul était une bonne variante. C'était pas top comme film, c'était pas extraordinaire, mais c'était vraiment un teen movie, c'était chouette. Tu pouvais te permettre d'avoir une vraie proposition, d'avoir un truc vachement plus décalé, vachement plus léger. Que ce qu'on avait eu avant, quoi. Et c'est est-ce que c'est le problème final de Snyder? Est-ce qu'il sera capable de faire autre chose que ces films un petit peu pesants, et parce que finalement à part tu l'as dit, Army of the Dead, son remake qui avait Dawn of the Dead, pardon, qui avait des moments comme ça de encore une fois plus légers, quoi, des moments de pure déconne, et contrebalancer ça avec et puis avec son héritage, etc. Que sur le CGI de partout. Oui, aussi. Mais ça, voilà, ça des scénarios de fabrique. J'ai vu ni Sucker Punch ni Gaoul, mais déjà c'était. Il s'attendait à. Gaoul, j'avais complètement oublié Gaoul. Je l'ai vu ça. Oui, monsieur, je l'ai vu ça. Voilà. Non, et Sucker Punch, par ailleurs, c'est pareil, c'est un film qui me contrarie tout comme l'univers de Snyder me contrarie. C'est-à-dire que quand tu le vois, tu sais qu'il y a un artiste derrière, tu sais qu'il est en pleine possession de son truc, qu'il est dans son univers, qu'il crée un univers. Mais à chaque fois que je regarde Sucker Punch, je l'ai vu 2 ou 3 fois,
je me dis putain, j'y arrive pas. Je comprends pas pourquoi il fait toutes ces pirouettes de scénaristique bizarres, et je suis convaincu que ce qu'il veut voir, c'est des corps pour lesquels il éprouve une certaine appétence, en mouvement, au sommet de leur forme. Parce qu'encore une fois, on fait un cinéaste, hein, tout à fait, il a son truc, mais moi il m'ennuie. Donc, ce n'est que moi. Donc voilà. Zack Snyder sur Justice League, les fans apprécieront. Oui. Les autres ne seront pas plus convaincus, je pense. Ça reste un objet curieux, qui mérite aussi parce qu'il est, voire autant, voire plus, que par ce qu'il a été ou ce qu'il n'a pas été pendant un temps, en tout cas son processus de création. Il faut le voir, c'est sûr qu'il faut le voir, c'est très très intéressant de le voir, et on peut lui rendre à César ce qui lui appartient, c'est-à-dire que si le but était d'en faire un film très personnel de Zack Snyder, c'est très réussi. C'est vraiment un film de Zack Snyder qui a une personnalité, qui a une patte, qui a une griffe, qui a un projet, qui va dans une direction. Quand le truc de Zack Snyder remonté par Josh Whedon à la demande de la Warner avait très très peu de saveur. Ouais, c'est un peu un film de Zack Snyder pour Zack Snyder, quoi. Après, ça n'engage que moi, je préfère un truc qui n'a pas de saveur qu'un truc qui a la saveur de Zack Snyder. Bon. Voilà, parce qu'on on en profite pour faire une grosse bise à nos compatriotes du grand pop qui eux aiment beaucoup plus, enfin l'un d'eux parce que l'autre l'a pas encore vu, aime beaucoup plus le film que nous, et bien sûr nos avis n'engagent que nos tronches. Voilà. Faites le vôtre surtout, regardez le film et oui, c'est ce qui est le plus important, surtout dans les films qui font énormément parler pendant, avant, après. C'est ça qui est cool, c'est d'échanger entre cinéphiles. Il n'y a rien de pire que d'avoir l'impression de connaître un film ou quelque chose sans l'avoir vu. Pour en parler, c'est toujours mieux de faire votre avis. Maintenant, faut se trouver 4 heures, quoi. Exactement, et c'est ce que je voulais dire parce que c'était mignon de rappeler que j'avais foutu. Exactement, faut se libérer une après-midi entière, hein, c'est tout à fait ça. C'est ça, faut se libérer une après-midi. Et c'était sympa de rappeler que j'avais foutu un 1 sur 10 sur les réseaux sociaux à ce film-là. Pour moi, ce qui est une très mauvaise note et un très mauvais signe, c'est quand je mets plutôt 4 ou 5 ou 6 sur 10, tu vois, parce que ça veut vraiment dire que j'en ressors en me disant bof, et que après je vais pas en discuter et que ça me reste pas et tout ça. Au moins, quand je mets 1 sur 10, je suis dans le rejet total. Mais ça m'évoque quelque chose, c'est-à-dire que ça m'engage et j'ai envie d'en parler et tout ça, quoi. Je rejette complètement ce cinéma de Zack Snyder, mais pour autant il me fait pas rien. Donc déjà il a ce mérite-là. Alors que vraiment le film sur lequel je vais sortir en faisant, tu vois, ah oui, non mais ça n'engage pas la conversation. Comme on a eu avec beaucoup de Marvel, et comme on a eu à les transitions, on va en finir avec le Dinosaur Cut, et comme on a eu un bon 4-5 sur 10 sur Falcon and the Winter Soldier, on a clos la partie Justice League, on part un petit peu plus sur l'actu. C'était le MCU, là, c'était sans transition du DCU. Tout à fait, sans transition, le premier épisode de la deuxième série de Marvel Studios, de la nouvelle phase du MCU. Donc après WandaVision, on se prend l'héritage de Captain America, et qui pour l'incarner, eh bien donc Falcon and the Winter Soldier. On en a là encore a priori pour une dizaine d'épisodes, dont à raison de 1 tous les vendredis. Exactement comme sur le même principe que WandaVision. Schématiquement parlant, c'est les 2 personnages secondaires les plus importants des 3 films Captain America. Donc Captain America, si vous avez suivi les Avengers et tout ça, Captain America n'est plus, voilà, et il lui faut un successeur. Et successeur, voilà, ces deux-là, le bras droit de Captain America et son antagoniste, donc le bras droit c'était Falcon, et son antagoniste, mais en même temps ancien meilleur ami et tout ça, le soldat de l'hiver. J'aime beaucoup cette chanson d'Henri Salvador, le soldat de l'hiver. Pardon. Je voudrais un pied à terre, mais mon soldat d'hiver. C'est ça. D'ailleurs, c'est quand même fou, le pouvoir de ces trucs-là, ça m'a forcé à voir le premier Captain America que je n'avais jamais vu, et je vais devoir regarder le deuxième, le Soldat de l'hiver, que je n'avais pas vu non plus. Donc voilà, ouais. Non, mais moi, le premier Captain America, ça a été un très très mauvais moment. Mais en plus, il y en a d'autres que je vais rattraper. Tu as parlé des 2 Thor, je les ai pas vus non plus. Voilà. Je vais clore le MCU, mais c'est à cause de ce truc. Cette série ne m'a pas hypé du tout, nous non plus, mais pour pouvoir vous en parler, il faut évidemment la regarder.
Et alors c'est un premier épisode, autant il y a certaines séries, le premier épisode c'est pied au plancher, pilote, on balance tout ce qu'on a, autant là pas du tout. Ça dépend parce qu'il y a quand même des scènes d'action de gueudin quoi. Ouais, ça s'ouvre notamment sur une scène d'action complètement folle. Passer la première, je veux dire, l'épisode dure, je pense qu'il sera un peu plus long que le reste, encore que on sait pas, on va voir s'ils tiennent licence, celui-là dure une 50aine de minutes. Ça commence effectivement par une scène d'action James Bondesque, donc limite pré-générique, on balance tout ce qu'on a, il y a Falcon qui est entre la Tunisie et la Libye, avec des terroristes qui font du wingsuit, c'est très pratique quand on est un Il va à la Nouvelle-Orléans aussi, hein. Il va à la Nouvelle-Orléans, non? Je me trompe pas? Pas dans cette scène d'intro. Ah non, pas dans la scène d'intro, non, pardon, plus tard dans le film. Oui. Mais il voyage beaucoup, cet homme-là. Ouais, il voyage beaucoup et bref, donc ça raconte cette histoire-là. Lui-même a récupéré ce bouclier de Captain America. Qu'est-ce qu'il en fait au départ? Il le met, sa place est dans un musée. C'est ce qu'il dit. Voilà, il y a des symboles, mais s'il n'y a pas l'homme pour aller avec, eh bien, on le met là. Et puis on verra plus tard. Il faut quelqu'un d'autre pour incarner tout ça. Et à côté de ça, on nous raconte la nouvelle vie de Bucky. Sachant que lui, Falcon fait partie des disparus pendant 5 ans. Hein. Ce qui est vachement moins cool que le soldat de l'hiver comme nom, Bucky. Ouais. Bucky, ça fait vraiment nom de petit un chien. Petit, hein. Pas un gros chien, un petit chien. Bucky. C'est vraiment ça. Et puis lui, il vit sa vie de son côté. Pareil, il essaie de se réadapter à ce monde qu'il connaît pas très bien. Voilà. Et ça commence à se mettre en place aussi au niveau de l'antagoniste. Que vous connaissez sans doute si vous avez lu les comics, c'est pas notre cas, donc à voir, mais c'est une espèce d'organisation un peu terroriste, quoi. Un peu terroriste, on sait pas très bien ce qu'il fait, mais il y a quand même une histoire de super soldats dans le lot. Ils volent de l'argent dans des bocs en Suisse, c'est pas palpitant. C'est pas très malin, et en plus tu pourrais le faire ailleurs. Et il y a cette histoire qui dure un peu des plombs avec la sœur de Falcon, qui a un espèce de chalutier de crevettes et tout, et qui doit faire des prêts à la banque. Et pourquoi on me raconte ça? Pourquoi on me raconte ça? Pour t'établir des psychologies des personnages, au fait. Ouais, non mais dans le cadre d'une série, je comprends, bien sûr. Mais... C'est, le truc, c'est qu'ils sont en train de nous faire l'extrême inverse de ce que WandaVision m'avait fait à moi. C'est-à-dire que WandaVision, paf, ça partait, mais dans des hauteurs de ouf. J'étais hyper surpris. J'étais là, genre, ça va être trop cool ce Disney+, je vais devenir complètement accro. Et puis à mi-chemin, hop, ça prenait un virage, et puis ça devenait, mais super méga redoutablement chiant, quoi. Et là, ils sont en train de faire l'extrême inverse, c'est-à-dire de vous dire, vous en attendiez rien, bon, on va rien vous donner, en gros, ça va être vraiment plan-plan. Et puis, une fois de temps en temps, vous allez faire il y a une scène d'action, puis elle va être très décevante. Puis après, ça va blablater à mort. C'est un soap à ce niveau, là Mais t'enlèves la scène, t'enlèves les 10 premières minutes, c'est un soap. Mais c'est-à-dire qu'on nous a promis, au fait, les bandes annonces nous ont promis une sorte de buddy movie. Un truc en plus, un peu à la larme fatale, etc. Ouais. Genre... ils sont tous les deux à revendiquer leur statut de meilleur ami de Captain America, mais du coup ils s'aiment pas trop, mais du coup ils doivent travailler ensemble, ils se balancent des vannes, 100% etc. buddy movie, ouais. Et là, le premier épisode, on s'est beaucoup donc attardé, comme tu le disais, sur la sœur à Falcon et est-ce qu'elle va réussir à rembourser son emprunt à la banque et tout on s'en fout quoi. Et sur le travail de deuil de Bucky, qui a du mal à se pardonner à lui-même et à pardonner aux autres, du coup qui est très introverti et qui a du mal à demander à une meuf d'aller boire une bière avec lui. Je m'en tape d'une force, quoi. Donc quand le premier épisode s'est terminé, je me suis dit, à la semaine prochaine. Ils sont même pas croisés encore, je sais même pas. Ah si, non, c'est quoi le climax de fin? Je me souviens plus. Je me souviens même plus sur quoi ça se termine. Moi non plus. Mais je suis presque, je jure qu'ils sont même pas vus dans le premier épisode, tu vois. Donc encore une fois, Yann a dit, il y a le temps, mais ça veut dire qu'on va encore avoir un premier épisode d'installation de eux deux qui vont devoir se retrouver à collaborer pour une raison ou pour une autre, sans doute, très certainement pour arrêter ce nouveau vilain là, mais ça va encore de faire un truc un peu de transition. Je commence à ressentir qu'il y a un truc d'assez distordu dans ce MCU et dans la manière dont le Marvel Studios passe du côté de la série. C'est que quand t'es au cinéma, t'es obligé de faire des films qui sont une succession de temps forts, si tu veux. Donc
t'as vraiment une succession de scènes d'action, tu peux pas vraiment t'arrêter de poser. Et la série te demande quand même de faire autre chose, qui est... Vous intéressez aux personnages. Voilà, installer des personnages, installer des psychologies et tout ça. Et mine de rien, pour cet univers de super-héros, ça crée comme ça un flottement temporel, un truc où on partait d'actionneurs qui allaient super vite à WandaVision ou à ce truc-là, qui sont quand même des moments de chant contre chant, de mecs accoudés au bar, de Falcon qui porte des paniers de crabes sur des pontons, tu vois, on se dit c'est pas... Et dans le cadre d'une origin story où on en a eu des moments comme ça, hein, des moments un peu plus ralentis, mais en fait ils avaient un personnage à s'occuper. Là ils en ont deux, et déjà en 50 minutes ils n'ont pas réussi à nous les faire se rapprocher, quoi. Donc, encore une fois, c'est que le début, on va pas vous en parler toutes les semaines, mais... En gros, on s'en méfiait un petit peu de cette série, parce que déjà Captain America est pas notre super-héros préféré, c'est pas le plus marrant, c'est pas c'est un truc très Amerloc, quoi, on va dire, c'est vraiment 100% ricain. Donc quand on nous a annoncé la série spin-off de ce truc-là, on était là genre ah putain ça va être difficile. Au moins Wanda et Vision, il y avait deux personnages originaux et sous-exploités. Quoi. Ouais, alors que eux ils sont pas originaux et sous-exploités, mais c'est presque tant mieux en fait. Ouais, on n'a pas envie. Donc pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas eu de choses qui nous ont fait aller plus loin que notre crainte de base. Ouais, quoi. Ça c'est fade. C'est vraiment c'est du tofu quoi. S'il n'y a que ça dans le placard, bon bah vas-y, très bien. Tofu moutarde. On fait tofu moutarde, bon d'accord. Donc affaire à suivre, il y en aura pour les 9 prochaines semaines, prochain épisode demain à 9h30 si le cœur vous en... Et on débriefera à la fin, mais on sait pas, hein, peut-être que ça commence très mou et qu'à l'inverse de WandaVision, ça va finir, on sera là genre putain, ils ont une alchimie tous les deux de ouf, ça marche vachement bien, ça balance des répliques, c'est Mulder et Scully, tu vois, on sait pas. Mais pour le moment... Ouais, faut lancer cette dynamique de buddy movie, en tout cas c'est primordial quoi. Tant qu'il n'y aura pas ça, on va se faire chier, clairement. Nouvelle vague, votre point calendrier sur le Grand Pop. Ah oui. Puisqu'on a eu pas mal de nouvelles de pas mal de films Disney. Puisque vous en vouliez plus de Disney, vous en donne pas assez chaque semaine. Avec tout un tas de choses qui vont changer, et le premier changement de taille, c'est Luca, tout à fait, c'était un des premiers artworks qui était sorti sur le film. Eh bien, il va subir le même traitement que Soul, c'est-à-dire qu'il sortira directement sur Disney+, le 18 juin prochain. 0 case cinéma pour Luca. Ça veut dire qu'il y a une logique économique derrière, et les salles sont fermées depuis trop longtemps et je suis plus assez l'actualité, mais j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne chez Disney. Ils ont dû y trouver leur compte au fait avec Soul et tenir un modèle là où ils trouvent ça intéressant pour ce type de film là. En tout cas, ça a l'air assez prometteur, Luca, il me tarde de le voir. Oui, ça avait l'air très mignon. Pour rappel, c'est l'histoire de ces deux gamins qui sont dans un village côtier du sud de l'Italie, grosso modo, et qui, en fait, au contact de l'eau, se révèlent être des créatures marines. Et donc, tout un tas de quiproquos. Alors, c'est très très chouette, et ça a l'air tout mignon, tout plein. On adore Luca, notamment dans La Cité de la Peur. Luca, Émile, il s'appelle Émile. Tu te souviens pas de ça? Non. Il y a un mec dans la foule à la fin de La Cité de la Peur qui est toujours en train d'appeler Émile, pas du tout par son bon nom. Il y a Luca, Émile, il s'appelle Émile. Émile. Ah oui, ok, je me souviens. Moi, je pensais surtout à la chanson My Name is Luca de... moins fun. C'est plus. Si, je l'ai en vinyle chez moi. Elle s'appelle... Je me souviens jamais de son nom, je perds 100% de elle s'appelle... Mais pendant que tu réfléchis, on passe à la suite. Et Suzanne Vega. Suzanne Vega, bien joué, bravo. Shot pour Gauthier. On va passer à ces films qui vont avoir un traitement mi-figue, mi-molette, puisqu'ils sont à la fois au cinéma, en tout cas ils restent au cinéma, et à la fois sur Disney+, le même jour, mais aux États-Unis seulement, pour la modique somme de $30, donc en plus de votre abonnement, là où Luca est complètement gratuit. Hein, pas aux États-Unis seulement, c'est plutôt comme Mulan, c'est-à-dire qu'ils le font partout dans le monde où c'est autorisé de le faire, sauf dans les pays où c'est pas autorisé de le faire, comme le nôtre ou la Chine,
qui n'a pas Disney+, de toute façon. Voilà, donc on aura effectivement Black Widow qui en plus repoussé de début mai au 9 juillet, donc en plus de ça c'est repoussé à début juillet. Et même traitement en termes de sortie salle Disney+ conjointe pour Raya and the Last Dragon qui sort mi-avril chez nous, j'ai plus la date exacte. Ils l'ont repoussé récemment à fin avril, je crois. Voilà. Ouais. Et même traitement aussi, je regarde mes petites notes pour ne pas me tromper, pour le Cruella. Mais attends, qui lui a été repoussé qui est toujours au 26 mai. Raya, pour le coup, il me semble qu'il est déjà sorti sur Disney+ dans les autres pays. Bon. Ben, il y a que chez nous, il est pas... Je connais un ami d'un ami d'un ami d'un ami qui l'a déjà vu, donc... Mais est-ce qu'il n'aurait pas rencontré petit cousin internet par hasard? Je sais pas. Mais cet ami m'a dit que c'était bien en plus. Par contre, celui-là me fait très envie, effectivement. Et donc derrière, tout un tas de nouvelles repoussages, de nouveaux repoussements, de nouveaux délais. Bref, vous avez compris, notamment Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Avec Tony Leung, je l'ai appris, donc le super-héros chinois du MCU, qui passe, lui, je sors mes notes encore, qui est repoussé au 3 septembre. Yes. On a ensuite... donc ça c'est une origin story, hein, on est d'accord. Ça c'est une origin story, tout à fait. On a ensuite The Kingsman. Ah putain, j'en peux plus. Moi non plus. Quand est-ce qu'on va le voir, ce film? Moi non plus. A priori, on va le voir au plus tôt le 22 décembre. Yes. Donc tu peux attendre encore un petit peu. Yes. Et, avec beaucoup de retard. Hein, beaucoup de retard. Énormément de retard, celui-ci aussi. Et on aura Mort sur le Nil, le nouveau Kenneth Branagh adapté d'Agatha Christie, qui, avec Armie Hammer et Gal Gadot, très beau couple. Lui aussi vraiment énormément repoussé. Hein. Ouais, là ça sera pour le 11 février, donc encore une fois, pas tout de suite, il va falloir attendre. Et cerise sur le gâteau, je vous ai pas mis de visuel, mais vous ne le vouliez pas, et bien vous l'aurez plus tard que prévu, ce sera Venom 2, qui est repoussé du 23 juin au 15 septembre. Voilà. Donc chouette Venom 2. Ouais, mais ça fait tellement de pognon, Venom. C'est incroyable. C'est marrant, je voyais Gemma Arterton sur la ferme sur Kingsman. Je pense que mon interview de Gemma Arterton a été un des moments les plus surréalistes de ma vie. Raconte-nous, l'instant anecdote. Elle est arrivée dans la pièce. J'ai ultimement buggé. J'étais juste omnubilé par Gemma Arterton. J'écoutais plus rien de ce qu'elle me disait. Et je pense que il y a moyen que j'ai commencé à saigner du nez en la regardant. Elle parle un peu français ou pas, non? Elle est complètement oui, français. Parce qu'elle a fait un film avec un accent, un accent qui est tellement aussi joli qu'elle, quoi. Enfin bon. Oui, je me souviens de Gemma Bovary avec Fabrice Lucchini. Ouais. Ah là là, mais en plus à chaque fois qu'elle finissait une phrase, j'étais là genre. Alors. C'était très très difficile. On aime bien Gemma Arterton. Ah putain. Et celui qu'on aime bien aussi, il y a Tubuline qui se moque de toi. Tu peux. Mais vas-y, tu peux. Celui qu'on aime bien aussi dans un tout autre registre, ça y est en passant, c'est ce bon vieux Michel Hazanavicius, qui, on l'a appris très récemment, est en train de plancher sur un nouveau film, une nouvelle comédie, mais alors une comédie qui n'a rien à voir avec ce qu'il a fait auparavant, parce que ce sera une comédie de zombies qui a l'air, selon l'article que j'ai trouvé qui annonce le projet, qui a été annoncé d'ailleurs plus ou moins par Romain Duris, mais qui avait déjà été teasé par Jean-Pascal Zadi, donc les deux seront a priori dans le film, qui a l'air d'être un remake du film japonais qui avait fait le buzz l'an dernier, qui s'appelle Ne coupez pas, qui était un film japonais tout fauché, qui parlait un film de zombies qui se passait pendant le tournage d'un film de zombies. Voilà, c'était le film méta. Donc a priori c'est ce sur quoi tendrait Michel Hazanavicius avec ce film qui s'appelle Z, entre parenthèses comme Z, voilà, et non pas comme Zorgulb. Je rebondis sur Michel Hazanavicius pour dire que OSS 117 a été évidemment à nouveau retardé, le troisième volet, qui est donc chapeauté par Nicolas Bedos et plus par Hazanavicius. Et alors il faudrait que je sois meilleur élève et que je vous ai ramené sa nouvelle date de sortie, mais Gaumont a annoncé que ça serait cet été, il me semble que c'est mi-juillet, mais je n'ai plus en tête, voilà. Il y a quelques autres trucs comme ça qui ont été repoussés, type L'origine du monde, le premier film de Laurent Lafitte, une comédie qui avait déjà eu le label Cannes 2020 et qui aurait dû sortir au mois de novembre dernier. Terrible. Et qui est maintenant annoncé pour le 15 septembre, je crois. Ouais, donc peut-être qu'il tente sa chance pour
pour le prochain festival de Cannes, peut-être qu'on peut cumuler les sélections, on ne sait pas. Il y aurait 2 fois plus de logos sur l'affiche. Wes Anderson est en train de le faire, en tout cas avec French Dispatch, c'est très clair. C'est vrai. Tubuline qui nous dit qu'elle se moquait pas de toi, pardon, elle dit qu'elle est une groupie de Gemma Arterton aussi. Ah putain, alors on a tellement ça en commun quoi. Mais sérieux, enfin c'était tellement... Tu ne peux pas la voir dans la même pièce que toi. Tu bugs, t'es là genre... Elle a l'air tellement gentille. Mais elle est adorable, putain, c'est surréaliste, elle est surréaliste cette meuf. Sans transition, j'allais faire encore une transition pourrie, mais non, toujours côté actu, parmi les trucs qu'on a appris cette semaine aussi, c'est alors une adaptation d'un truc qui vient tout juste de sortir, donc si vous n'êtes pas encore au courant, Keanu Reeves a coécrit un comic qui s'appelle qu'il faut prononcer Berserker, évidemment. Qui raconte en gros l'histoire d'une espèce de guerrier invulnérable, demi-dieu, etc. Qui, dans un espèce de pseudo-futur, qui est devenu un genre de mercenaire pour le gouvernement américain. Voilà, en gros, un mec qui casse des bouches, quoi, grosso modo. Et donc ce comics qui est sorti début mars, donc c'est vraiment très très frais, Netflix a déjà mis la main dessus en disant on va l'adapter. On va pas l'adapter une fois, on va l'adapter 2 fois. C'est-à-dire qu'on va faire un film live avec Keanu Reeves qui joue son propre rôle, et on va faire une série animée qui traitera d'autres choses, alors que le film a prévu d'adapter les bouquins, où dans la série ce sera Keanu Reeves qui doublera le personnage. Mais voilà, beaucoup de pain sur la planche pour l'ami Keanu. Tu m'as eu à Keanu Reeves, de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de date de sortie, il n'y a pas de réalisateur, il n'y a pas de studio encore, enfin studio Netflix quoi, mais voilà, encore une fois, c'est un truc dont on aura le temps de vous reparler. Dans les petits trucs, encore une fois, que j'avais noté, ça devait être le dernier, mais puisque je l'ai sous les yeux, j'ai voulu le mettre là. Watch Dogs Legions, pourquoi ? Parce qu'il est gratos ce week-end. Voilà, à partir de hier, je crois, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à lundi prochain, vous pouvez y jouer. Alors vous pouvez pas l'acheter, vous pouvez y jouer gratuitement si vous savez pas quoi faire ce week-end. Moi je l'ai acheté, voilà. Ça m'a coûté cher, c'était pas gratos quand je l'ai acheté. Là il est dispo gratuitement pendant tout le week-end sur toutes les plateformes, et ensuite, c'est sympa en plus. Si jamais ça vous intéresse, il est en plus à moitié prix sur pas mal de supports. Donc on sait jamais, ça peut être un petit bon plan. Et dans les trucs tellement frais que je les ai ajoutés juste avant l'émission, donc ça arrive à la toute fin. Ah oui, Otax nous en a parlé. Otax nous en a parlé, effectivement, sinon on serait complètement passé à côté. Il y a un projet d'adaptation qui est en cours pour Ghost of Tsushima, avec pas encore de réal, mais à la production pas mal de monde, dont Chad Stahelski, qui était le réalisateur de John Wick, et qui est en train on revient toujours à Keanu Reeves, le cascadeur de Matrix, etc., qui est en train de plancher sur John Wick 4, qui plus est, mais qui produira aussi cette adaptation de Ghost of Tsushima. Arrêtez de faire ça. Je peux redire ce que j'ai dit tout à l'heure sur le chat. Arrêtez de faire ça, les mecs de jeux vidéo. Quand vous faites un jeu vidéo qui est très manifestement un truc adapté de film, arrêtez de vouloir en refaire un film derrière. On peut pas prendre un poulet, en faire des nuggets, et ensuite prendre les nuggets et en refaire un poulet. Alors c'est une histoire à la Frankenstein, c'est dégueulasse. Avec la Motherbox, tu peux. Tu la mets dans le fluide du vaisseau de Superman, ta flèche qui court très très vite, et après, t'as un poulet. Mais oui, évidemment, Ghost of Tsushima. Ça va être immonde, ça va être dégueu. Énorme inspiration du cinéma de Kurosawa et de tous les films de samouraï de du cette époque-là, du Shambara d'une manière générale. Donc, effectivement, les influences sont déjà suffisamment notables pour que ce soit un petit peu casse-gueule. Au fait, l'adaptation cinématographique, si vous voulez la voir, ça s'appelle Rashomon, ça s'appelle Kagemusha, ça s'appelle Ran, ça s'appelle Les 7 Samouraïs. Ça existe déjà, c'est déjà en DVD. Regardez ça. C'est déjà des chefs-d'œuvre. Voilà, c'est déjà des chefs-d'œuvre, c'est très bien. Et donc la nouvelle un petit peu moins réjouissante, notre traditionnel instant, ils nous ont quittés. Merci de ne pas applaudir pendant cette séquence. Ah bah lui, on peut l'applaudir tous, toute la planète devrait applaudir ce mec-là. Bertrand Tavernier donc est disparu aujourd'hui même. On le savait malade puisqu'il était même pas au dernier festival Lumière où d'habitude il est un des piliers quoi. C'est vraiment triste parce que c'est pas uniquement un grand réalisateur français qui s'en va, c'est aussi quelqu'un qui avait commencé sa carrière avec les plus grands noms du cinéma français, avec Jean-Pierre Melville, avec Pierre Chandlerfer dont il était l'attaché de presse.
Et donc ensuite il a fait la carrière cinématographique qu'on connaît, mais c'était aussi un des grands gardiens de la cinéphilie, de l'amour du cinéma, et pas que du cinéma français. On le connaît beaucoup pour son amour du cinéma français, puisqu'il avait fait cette série Fleuve, enfin documentaire Fleuve, sur voyage dans le cinéma français. C'est son dernier long métrage. Ouais. Voilà, il y avait ça, mais il aimait le cinéma mondial. Il avait écrit un livre que j'ai chez moi et que je ne peux pas lire comme ça, parce qu'il faut un lutrin quoi pour pouvoir le lire. Un truc mastoc quoi, qui s'appelle Amis américains, sur le cinéma américain. C'était une, je sais pas, il s'en va avec beaucoup de science, et c'est vraiment toute une très grosse partie du cinéma français qui part avec lui. Moi j'avais dans mes très jeunes années de cinéphile, quand j'avais 16 ans, son producteur m'avait autorisé à faire un stage de lycéen dans la boîte de production qui produisait les films de Tavernier. Donc je lisais les scénarios de Tavernier de cette époque-là, et puis j'avais eu la chance de le voir au travail en train de tourner une scène lourde qui se passait dans un avion avec Jacques Gamblin et tout. C'était vraiment passionnant. Et puis je l'ai interviewé donc pour son documentaire sur le cinéma français. C'était quelqu'un qui parlait de cinéma d'une manière très juste et avec beaucoup de lyrisme et de personnalité, c'est-à-dire que personne ne voyait le cinéma comme Bertrand Tavernier voyait le cinéma. Je trouve que ça nous manque beaucoup, nous autres professionnels du savoir cinématographique, de voir les choses avec un peu de notre personnalité à nous. Et lui, il savait le faire très très bien. Et voilà, c'est triste. Mais ce qui est cool, c'est que sur Netflix notamment, il y a énormément de ces films. Ah, sympa. Donc si vous voulez tester... J'allais te demander justement un ou deux films à conseiller de sa filmo. Je sais pas si les films que je conseillerais moi de sa filmo sont sur Netflix, j'espère qu'ils le sont. Je crois que sur Netflix vous avez Coup de torchon, qui est vraiment un très très beau film de Bertrand Tavernier. Moi j'adore un film qu'il a fait sur le milieu de la police française, qui doit dater maintenant, mais qui s'appelait L627. Vraiment génial, c'est lui qui avait découvert, qui avait vraiment propulsé en avant l'acteur Philippe Torreton, notamment grâce à un film sur la Première Guerre mondiale qui s'appelait Capitaine Conan, dans lequel il était remarquable. Il a beaucoup fait tourner Philippe Noiret aussi, dans un autre film sur la Première Guerre mondiale qui s'appelait La vie et rien d'autre, notamment, qui est vraiment un film magnifique. Regardez, prenez votre Netflix et tapez Bertrand Tavernier, regardez ce qui sort, et vous pouvez presque tout regarder, parce que vraiment, tout ce qu'il fait est talentueux et bien fouillé. C'est en général des sujets de société, en plus d'être des films, des mélodrames, des drames, il y a toujours des sujets de société derrière. Parfois il a fait des films moins bons, hein, c'est sûr, mais tu sais quel était son dernier film de fiction ? Ça remonte déjà, et c'est une de ses seules comédies assumées. C'est un truc qui s'appelle Quai d'Orsay. Ah mais oui, si, avec Thierry Lhermitte, voilà. L'adaptation du bouquet de la BD qui reprend Villepin grosso modo. Exactement. Et c'était assez drôle quoi. Avec Raphaël Personnaz, ça je l'ai raté, ouais. C'était assez marrant, et donc voilà. Salut à lui, il était aussi président de l'Institut Lumière, et je sais pas très bien à quoi va ressembler le prochain Festival Lumière à Lyon sans lui, et on est impatient de savoir qui va prendre sa suite à la présidence. Moi j'ai vu que La Princesse de Montpensier, oui. C'est amusant parce que c'était un sujet pendant ma licence d'histoire, c'était un sujet d'exposé d'histoire moderne. On était avec 3 potes et on avait fait un exposé sur La Princesse de Montpensier. Ça s'intégrait dans notre cursus cette année-là. Je sais plus exactement quel était le sujet du TD, mais donc je l'ai vu beaucoup. J'ai pas vu beaucoup de Tavernier, mais celui-là j'ai vu pas mal de fois les mêmes scènes en boucle. Et moi qui suis pas du tout film de costumes très déclamé, etc., j'avais réussi à y trouver quand même mon compte. En plus il y a un super casting avec énormément de jeunes acteurs qui sont tous des acteurs confirmés. Il y a Mélanie Thierry, il y a Gaspard Ulliel en Duc de Guise. Il y a Raphaël Personnaz, que je trouve que c'est un acteur qu'on voit pas assez. Je ne comprends pas du tout pourquoi ce. Il y avait Lambert Wilson là-dedans aussi. Il y a Lambert Wilson, et il y a vraiment beaucoup d'acteurs très très chouettes. Des copains et un chat. Mais oui, il arrive pile au bon moment, il est là. Coup cinétique, il est là. Il fait sa vie, mais parfois il vient ici. Et par contre j'avais été faut que je vois absolument qu'il va taper dans l'œil dans La Brume électrique avec Tommy Lee Jones. Mais... Et encore voilà, très très bon écho au Snyder's Cut. C'est que dans La Brume électrique, qui a été tournée aux États-Unis
avec des productions françaises et des productions américaines. Il y a eu un énorme clash autour de ce film sur qui va avoir la final cut. Est-ce que ça va être la production américaine ou Bertrand Tavernier? Ils se sont disputés légalement pendant très très longtemps. Ils ont fini par un accord où pour la sortie américaine, ça allait être la production américaine qui allait faire le cut, et pour la sortie européenne, ça allait être Bertrand Tavernier. Donc tu as deux films très différents, et le montage américain est une grosse daube, qui n'est même pas sorti en salle d'ailleurs, qui est sorti en VOD, et le montage français est très très beau. C'est vraiment un très beau film dans la Vous ne faites pas avoir si jamais vous achetez le DVD. Ouais, il faut bien vérifier que c'est le montage français par Bertrand Tavernier, et un film avec Tommy Lee Jones qui est vraiment... Il n'y a pas que Tommy Lee Jones, en plus il y a John Goodman, il y a celle qui jouait Diane dans Trainspotting qui s'appelle McDowell, Andy McDowell, non, je me disais Kelly MacDonald, pardon, Kelly MacDonald, voilà, et il y a Ned Beatty qui est un vieil acteur des années 70. Il y a plein de gens dans ce film, c'est hyper cool dans La Brume électrique, film américain bien badass ça, pour le coup, très chouette. Très bien, mais il va nous manquer 79 ans, c'était pas si vieux. Bah non. Je peux te raconter une anecdote débile sur Bertrand Tavernier. Bien sûr, on est là pour ça. Je prenais le métro un jour, je rentrais de chez moi du boulot, j'étais un peu dans le pâté, et sur la ligne 1, et du coup je vais descendre, mécaniquement j'appuie sur le bouton, les portes s'ouvrent, et devant moi, devant ma tronche, j'ai Bertrand Tavernier. Et je suis tellement surpris que je fais « Oh putain, Bertrand Tavernier !» Et il me regarde et il fait... Et puis voilà, on s'est croisés. On aime bien. Et on arrive à la... Très très bonne anecdote. Et effectivement, on arrive à la dernière partie de cette émission, notre défi, qui ne va non pas traiter sur un film, mais sur 3. Parce que tu m'avais demandé de regarder... la Kazi Trilogy. Tout à fait, non pas simplement Koyanis Kazi, mais les 3 films, c'est-à-dire Koyanis Kazi, Powa Kazi et Nakoi Kazi. J'avais oublié 82, 88 et 2002. Donc une trilogie étalée sur pas mal de temps. Et alors déjà pour prendre les films dans leur globalité, c'est-à-dire qu'ils sont tous les 3 sur le même modèle, c'est-à-dire qu'on en avait déjà un petit peu parlé la semaine dernière, c'est-à-dire que ce sont des films, c'est des documentaires, donc des images tirées de la vraie vie réelle, et avec une petite différence pour le dernier, mais on va y revenir, et qui sont en plus des films muets, c'est-à-dire que le seul son que vous entendrez c'est la musique, de très belle musique par ailleurs de Philip Glass, où il y a quasiment... prenez la durée du film, je pense que la durée de la BO c'est quasiment la même à quelques secondes, minutes près, quoi. Il y a très très peu de moments sans son dans ce film, et c'est vraiment une juxtaposition d'images, mais là où ça rend ça un petit peu plus intéressant que ça en a l'air, c'est que pour le coup, le réalisateur dont j'oublie tout le temps le nom de famille, c'est Godfrey Reggio, utilise quand même à peu près tout ce qui est possible de faire en termes de mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a des ralentis, encore une fois, c'est énormément, c'est-à-dire que ces derniers jours, j'ai l'impression d'avoir vu la vie au ralenti, quoi. C'est entre Snyder et... Mais il y a le contraire aussi, il y a aussi des accélérés. Voilà, c'est ça, il y a le ralenti, et par contre il y a le time-lapse, donc comme je vous l'ai montré sur l'image précédente, c'est-à-dire qu'il y a énormément de ça. C'est-à-dire ces grands moments où la caméra reste posée et puis l'obturateur à fond et on attend et ça fait des très belles images et des moments très très chouettes de mise en scène, notamment je pense à ce plan dans Wall Street où il efface un petit peu, il met un peu des personnages un peu comme si c'était des fantômes. Il y a un peu le même plan dans Powa Kazi, je crois, avec des voitures où ils sont là sans être là, c'est-à-dire qu'on les voit sous un peu des espèces de formes transparentes. Il y a des zooms, il y a des plans fixes, il y a des plans très très larges, très très contemplatifs, il y a des zooms sur des portraits d'humains, donc il y a énormément de choses. On peut avoir des détails sur le t-shirt de Flegg. Alors pour le coup non, parce que je l'ai depuis très très longtemps et j'ai aucune idée d'où je l'ai acheté. Voilà, je l'ai commandé sur un site internet. Il est tout à fait simple. C'est tout ce que je peux te dire. Voilà, et je me suis habillé comme ça pour info parce que c'était pour la Justice League, il fallait un truc qui soit noir. C'est très très noir, qui soit dark. Je suis tout le temps noir, c'est tout. Et puis c'est une mini référence à Batman qui a un peu ces lunettes là. Je sais pas, débrouille-toi. Dans le rêve, voilà, un petit peu, voilà. Et donc voilà, ça c'est pour parler des 3 films dans leur ensemble. Après pour le coup ils ont quand même 3 thématiques assez différentes. Donc le premier, Koyanis Kazi, c'est vraiment centré sur les États-Unis.
Alors de base, les titres des films sont dans le langage Hopi, qui est une tribu amérindienne du nord-est de l'Arizona. J'ai fait mes devoirs. Bravo. Et voilà, c'est le premier film part de ces grands espaces vraiment américains du désert, et traîne pas mal de temps là-bas pour ensuite se focaliser un peu sur les villes, puis sur les gens, et grosso modo sur un peu l'industrialisation et comment on est passé à ce que sont devenus les États-Unis aujourd'hui. Le deuxième part plus dans ce qu'on appellerait ce qui était vraiment communément appelé à l'époque, donc fin des années 80, le tiers-monde, grosso modo, quoi. Il y a énormément d'Inde, il adore l'Inde, c'est un truc qui est foisonnant, ça grouille de monde, etc. Donc Inde, Afrique, Amérique du Sud, Chine, de manière générale. Le tiers-monde, on disait ça déjà quand on se posait la question du politiquement correct, il me semble que dans les années 80, on appelait ça les pays sous-développés. Voilà. Il y avait marqué ça dans nos livres d'histoire, PSD, les pays sous-développés. Ensuite, c'est devenu les pays en voie de développement. Et je crois que maintenant, on dit les pays émergents. Ouais, c'est ça, les pays émergents. Ouais. Tout à fait. Et donc, se concentre globalement là-dessus, avec un peu plus un accent qui est fait quand même sur l'humain, là où Koyaanisqatsi était beaucoup plus général. Et alors, Nakoy Katsi est très très différent, ça n'a vraiment rien à voir. Début des années 2000, il est à fond sur l'imagerie numérique et la place de l'homme, de la technologie au milieu de l'homme, et en même temps chacun veut dire un petit peu quelque chose, même complètement quelque chose dans ce langage Hopi. J'ai pas spécialement souvenir des deux premiers, mais le dernier qui est plus frais dans ma tête, c'est carrément ce que veut dire Nakoy Katsi, c'est vraiment un mode de vie propice à la guerre. C'est vraiment c'est la guerre comme mode de vie, comme art de vie. La guerre comme mode de vie, exactement. Et ça se retrouve aussi dans le film qui fait des parallèles entre la technologie, l'armée, les armes, etc. Donc le troisième, on va prendre les choses dans l'ordre, mais le troisième part un petit peu plus dans tous les sens. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est à voir, c'est-à-dire que, en tout cas pour les deux premiers, c'est vraiment des films expérimentaux, dans le sens où vous avez jamais vu ça, mais jamais vu ça sur cette longueur-là et de cette façon-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression d'avoir déjà vu ces images, et c'est ça qui fait la beauté des deux premiers. Je trouve que ça reste justement assez universel, et on pourrait faire finalement un peu les mêmes images aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un peu triste de se dire ça quand même par rapport à ce que disent les films, c'est que le monde n'a malheureusement pas tant changé en presque 30-40 ans. Et d'ailleurs, il y a un passage dans Koyaanisqatsi où il est sur des grandes barres d'immeubles qui ont tout été abandonnés, etc. Et avant que je comprenne que ça se passe exclusivement aux États-Unis, je me dis, mais c'est à Pripyat en fait, c'est autour de Tchernobyl, sauf que, non, puisque ça se passe aux États-Unis, et deux, Tchernobyl, ça allait des années plus tard. Donc, c'est vraiment, il y a un gros travail de repérage qui a été fait à ce niveau-là. Et pour le coup, c'est des images qui sont d'une beauté visuelle et qui peuvent être même assez terrifiantes de par ce qu'elles nous montrent. Donc rien que pour ça, c'est vraiment un objet étonnant, et encore une fois, c'est pas très... ça se digère assez bien en fait. Moi j'ai dû voir les trois sur un laps de temps assez court, je vous le recommande pas forcément, mais en tout cas chaque film indépendamment se digère assez bien, et il laisse vraiment pas mal de questions en suspens, il nous laisse vraiment penser à l'état du monde d'une manière générale. Ça a l'air très chiant, mais en fait le film le fait très très bien passer, et juste la puissance des images à ce niveau-là est assez évocatrice, quoi, parce qu'il y a finalement rien d'autre à montrer que ce qui est déjà là. Il y a évidemment un scénar, il y a un fil, un conducteur dans ce que montre le film, mais les images en elles-mêmes sont déjà assez parlantes. En tout cas, dès le premier film, il y a un effet assez vertigineux qui est que quand il filme uniquement la terre, le monde, les nuages, le ciel, la mer, les vagues, etc. Il y a beaucoup de ça au début, ouais. Il a tendance à nous les filmer beaucoup au ralenti, ouais, et en plan très rapproché pour qu'on voit bien le mouvement des vagues qui se décomposent, les nuages qui se forment. Et c'est très très beau, il y a des super effets de transition, les nuages qui deviennent la mer. Il adore filmer la mer, c'est un truc... C'est ça. Et au fait, quand on regarde les mouvements de la planète seule, en décomposition comme ça, on se sent tout petit. Oui. On se sent vraiment tout petit dans l'immensité de ce monde qui fonctionne très bien sans nous et tout. Et quand il filme la ville, là il choisit de la filmer en sens contraire, c'est-à-dire en accéléré, pour nous montrer le grouillement de l'être humain, pour nous montrer à quel point les voitures passent sur les autoroutes, à quel point les êtres humains investissent le métro, investissent les centres commerciaux, etc. C'est une espèce de grouillement permanent. Et là encore on se sent tout petit, on se dit mais putain, on est vraiment une toute petite fourmi dans ce truc, quoi. Il y a la majesté
de la nature et de ce mouvement perpétuel sur lequel on n'a aucune influence. Et le seul truc sur lequel on a de l'influence, c'est un espèce de grouillement insignifiant, en fait. C'est ça, et je me suis posé pas mal de fois la question en me disant, mais n'importe qui a été filmé dans ce truc-là ne peut pas s'en rendre compte, déjà parce que ça défile suffisamment vite, et puis en plus, il y a vraiment l'idée de... en tout cas, dans celui-là, je trouve que ça vient plus dans le suivant, mais dans celui-là, il y a vraiment l'individu est noyé au milieu de choses qui l'écrasent, comme tu dis très bien, et puis voilà, il y a aussi pas mal de plans sur... l'industrialisation qui nous montre aussi quand même, principalement même, encore plus avec le parallèle avec le début du film, les dégâts que crée l'humanité, et celui-là d'autant plus puisque ça se termine sur une fusée qui explose avec un débris qui tourbillonne, qui n'en finit pas de tourbillonner, et à la fin on nous présente une prophétie Hopi qui nous raconte un petit peu ça justement, quoi. En gros, à la fin du monde, quelque chose s'élèvera dans le ciel et s'abattra. Le film, finalement, il y a 3-4 prophéties qui sont listées, et le film raconte exactement ça dans cet ordre-là, avec des images qui sont déjà sur notre planète à nous, quoi. Et le message du premier, je vais te laisser parler des deux autres, mais le message du premier, en tout cas, est très très clair, une manière de nous montrer que si on continue comme ça va partir en couille. Oui. On ne va que vers la destruction de notre propre espèce. C'est inévitable, quoi. Une fois qu'on aura tout bien pourri, je pense que ça se finit sur la fusée pour ça. Oui. Une fois qu'on aura tout bien pourri notre planète, on ira essayer de chercher une autre planète à pourrir et qu'on risque de se cramer en plein vol. Oui, c'est ça, la fin, c'est vraiment le mythe d'Icare. C'est-à-dire, on va essayer d'aller tellement haut que la seule échéance possible, c'est qu'on va s'éclater dans le ciel, quoi. Il y a un truc qui est un petit peu bâtard quand même, c'est que les images de la fusée, qui sont des images d'archives qui existent, une vraie fusée qui a vraiment explosé, ne nous disent pas, puisqu'il n'y a pas de parole, si le vol était habité ou pas. Oui. Et évidemment, c'est un vol, c'est un des prototypes Centaure qui a été envoyé dans les années 60, il n'y avait personne à bord. Dieu merci. Hein. Mais oui, c'est ça. Le film ne donne absolument jamais aucun contexte. Ouais. Vous ne saurez jamais où se passent les trucs. Je me suis demandé en voyant le film s'il y avait des cinglés qui avaient essayé de prendre chaque plan. Alors, ça se passe là et tout. Je sais pas, peut-être que ça existe. Oui, mais bien sûr, si tu veux traquer tous les plans de Koyaanisqatsi, je sais pas. Mais la plupart des plans, il y a même des plans débiles qui sont devenus très très iconiques du film. Il y a une femme dans une limousine qui ferme la fenêtre de sa limousine et la fenêtre remonte comme ça, et on voit une bâtisse en reflet, et on sait que cette femme est une actrice porno qui avait été choisie exprès pour le film, etc., que c'est un des rares moments du film qui est joué, qui n'est pas vraiment documentaire, etc. Donc je crois que si, il y a des très très gros fans de ces films-là qui sont allés retraquer de tous les plans. C'est d'autant plus un objet étonnant à cette époque-là, on est au début des années 80, c'est le tout début du reaganisme, littéralement, même le film a été fait avant, forcément, mais les années 80, ça va être une industrialisation, une course au fric galopante, quoi. Donc le film est là, c'est tourné, on le sait, fin 70, début 80, est diffusé début 82, et ce message, mais personne n'en a rien à cirer, quoi. C'est ça qui est assez effarant, ça nous alerte d'un truc dont personne n'a conscience, en tout cas dont tout le monde se fout ouvertement. Et qui se matérialise encore plus en 2021 qu'en 1982. Ouais, c'est ça qui est assez fou, ouais. Et ce qui se matérialise parce que justement c'est tant qu'on pourrait faire le même film en fait à ce niveau-là. Et le second... Provocati, donc 6 ans après, oui. Qui semble dire, moi c'est comme ça que je l'ai pris, tu me diras comment tu l'as pris, mais qui semble dire, bon bah vous voyez, vous faites rien après le premier film, la preuve c'est que la manière dont vous salopez la planète est déjà en train de saloper des pays qui sont pas eux-mêmes en train de se saloper eux-mêmes, donc vous êtes déjà en train de déborder, vous colleriez même plus dans la case de votre pays, vous êtes en train de déborder sur les autres et de les forcer à adopter un modèle qui est contraire à l'écologie et à la survie de l'espèce humaine. C'est ça, c'est ce qui rend peut-être un petit peu le deuxième redondant par rapport au premier, même si le fait de savoir que ça se passe ailleurs qu'aux États-Unis, il y a d'autres visages, il y a d'autres images qui sont tout aussi belles, et ce plan il est vers la fin du film, je l'ai attendu pendant longtemps, parce que j'avais pris l'image avant, et il est encore une fois très très révélateur, c'est-à-dire il y a ce camion qui arrive, on sait pas trop où il est, enfin bref, qui passe à côté de cet enfant-là, et l'enfant se fait happer
par la fumée envoyée par le camion, une façon de montrer que l'être humain est encore plus, en gros le futur de l'être humain, c'est en train de se faire complètement, est en train de disparaître au profit de ce que représente ce camion, c'est-à-dire cette industrialisation, c'est-à-dire ce sapage complet des ressources naturelles. Et plus il vient de chez nous le camion, c'est pas bien. Ah oui, c'est complètement un camion Renault, tout à fait. Et je sais plus ce que j'avais en tête spécifiquement, mais c'est encore une fois un petit peu le même principe, ce qui est à la fois, je pense, son point fort et son point faible, quoi. Et je sais plus, j'avais un truc en tête. Non mais je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que c'est redondant, c'est-à-dire que on voit bien cette ambition de ne pas filmer les villes américaines, mais de sortir sa caméra de là et d'aller filmer, de faire une suite au-delà des frontières, et d'aller filmer des choses exotiques et tout ça, et ça marche, c'est chouette, ça fait souvent des belles images avec des couleurs magnifiques et tout. Mais en revanche, ce qui est longuet, c'est que le message était passé dès le premier film, donc on est encore un peu sur le même message. Et on a un peu l'impression de tirer à la ligne avec des images formidables, mais de tirer à la ligne un petit peu quand même. Et voilà ce que j'avais en tête, c'est-à-dire pour le coup, là où le film joue assez bien, je trouve, c'est que ça pourrait très vite être misérabiliste. Ah oui, ça l'est pas du tout. Et ça l'est pas du tout, parce que vraiment, il y a aucune complaisance là-dedans. Alors effectivement, le film s'ouvre et se termine par ces Indiens possiblement, en tout cas, qui sont en train de charrier des sacs dont on sait pas trop quoi, au bout d'une montagne dont on sait pas trop quoi non plus, pour faire on sait pas trop quoi bien. Et justement, en fait, c'est que le film montre ces choses-là un petit peu de façon absurde, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vraiment le tableau en grand, on sait pas très bien ce que sont en train de faire ces gens-là. Il y a un plan où il y a un gamin qui est en train de traîner un cheval dans de l'eau, mais il a de l'eau quasiment jusqu'au cou et le cheval aussi, et t'as l'air d'en avoir d'autres derrière, et t'as envie de dire mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous faites quoi ? Et je pense que c'est plus pour montrer l'absurdité de ce qui est en train de se passer que pour dire ah regardez ces petits Africains, ces petits Péruviens, ces petits Chinois qui sont on les force et tout, genre, on les force dans un délire absurde. C'est ça, genre quelque part, oui effectivement, on sait très bien qu'ils sont pas là pour de leur plein gré, hein, qu'ils sont là plus par nécessité qu'autre chose. Mais pour autant, il n'y a pas ça, et on n'est pas non plus en train de les montrer, eux, en train de saper leur propre environnement, comme ah regardez, c'est de leur faute. Non, parce que justement, on sait très bien qu'ils sont, comme tu dis, en train de suivre un modèle qui était là. En train de suivre une cadence qu'ils peuvent pas suivre, en plus. Ouais. Et donc le troisième film, Nakoi Kaji. Et donc le troisième film, alors là pour le coup c'est beaucoup plus compliqué. Je suis d'accord. En plus c'est beaucoup plus compliqué, et en plus j'ai choisi ce visuel, il est pas anodin. Il est assez à l'image de ce qu'est le film. C'est-à-dire que alors là pour le coup j'ai vraiment eu l'effet un vieux monsieur, puisque il a un peu pris de l'âge, hein. Bon, à l'époque il était pas si vieux que ça, mais qui oh mon dieu internet, nouvelle technologie, on est dépassé et tout, et j'ai peur, et qui se fait j'ai peur de ça, et qui se fait son trip qui se fait son trip là-dessus. Effectivement ça démarre par un plan fixe sur un petit bébé là, et puis ça dézoome sur d'autres bébés, et en plus cette lumière là, cette saturation des couleurs est utilisée dans tout le film, sur les quelques plans naturels qu'il utilise justement. On retrouve cette utilisation de la lumière qui est un peu dégueulasse, là où justement ce que les premiers films avaient pour eux, c'était de nous montrer la nature dans ce qu'elle avait de beau et de non traité justement, quoi. Et là pour le coup c'est vraiment c'est la saturation à l'outrance, et en plus de ça le début c'est 20 minutes d'images numériques, mais d'images numériques du début des années 2000, où j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver dans une espèce de vidéo complotiste bizarre des tréfonds de YouTube avec des chiffres, et puis des 1 et des 0, et puis des tubes, et puis en plus c'est post-Matrix, donc à un moment ça passe en vert, et donc du coup la mer elle devient verte, et puis les trucs ils deviennent vertes, et... T'es dur quand même, parce que le début, il y a quand même, ça doit être 5 minutes au début, mais il y a des moments assez... Il y a des moments assez planants au début où il montre des très grands immeubles abandonnés, comme ça, où ils voyagent dans très gros immeubles abandonnés. Ça c'est le tout début effectivement, et c'est assez majestueux au fait, et très bien. Tu sens que sa nouvelle idée c'est de dire et ben voilà, après avoir déconné et pollué toute la planète, on s'est même désintéressé de notre propre pollution de la planète, on a déserté le monde, et on est parti dans le virtuel, dans le numérique, dans les chiffres, dans l'insaisissable, dans les trucs qui n'existent pas. Je veux bien que ce soit son idée. Après,
moi, ce que je lui reprocherais, c'est qu'il s'est engouffré dans cette brèche probablement trop vite avant de savoir ce que Internet allait devenir. Ouais. Parce que tout ça a pris une gifle dans la gueule et n'est plus du tout actuel. T'aimerais qu'il te parle des réseaux sociaux, t'aimerais qu'il te parle d'autres choses, de la cadence de Twitch, de la cadence à laquelle vont les choses, de Amazon et tout ça. Et en fait, il effleure complètement son sujet. Ça vient beaucoup trop tôt. C'est le film le plus récent, donc et en plus il a d'assez loin, on l'a dit, c'est 2002, déjà. Et c'est le plus daté. Mais à un point, c'est alors incroyable. Que Koyanis Kadzi n'a pas pris une ride, Nakoy Kadzi est vraiment complètement à la ramasse. Ouais, c'est ça. Il y a en plus ces espèces de parallèles bizarres à un moment où c'est des espèces de il fait un parallèle très très vite entre en gros c'est 1 et c'est 0 et puis l'armée quoi, en gros les petits soldats qui marchent au pas, en fait c'est les chiffres, ils ont la matrice et voilà. Et puis il y a un moment où là avant les nuages se transformaient en eau, etc. Il y avait cette belle passation entre la nature. Là l'eau devient un clavier d'ordinateur ou des réseaux, des circuits et tout ça. Et puis ça part très très vite en latte. Il y a un passage qui dure des plombes où il fait un travelling sur des visages de musées de cire avec des personnalités hyper connues, enfin voilà, de l'époque. T'as Jean-Paul II, Fidel Castro, George Bush, Ronald Reagan, enfin tout le monde y passe. Et ça veut dire mais tu passes d'images magnifiques de la terre entière avec plein d'idées de mise en scène et tout à me filmer des statues de cire quoi. Si, mais parce que son idée c'est de dire que des gens qui sont encore vivants sont déjà au fait complètement des statues dans des musées au fait, et que le monde bouge à cette vitesse là maintenant. Ce qui peut être maladroit et un petit peu cliché, que visuellement ça passe un peu mal. Et puis je suis d'accord avec toi que toute cette idée du film de dire oui, en plus à chaque fois que vous vous intéressez à la technologie et que vous devenez dément là-dessus, c'est pour au profit de la guerre. Oui, Michel, t'es le 3 milliardième à le dire dans l'histoire de l'humanité. C'est vieux comme le monde ton discours, c'est un peu rasoir. Et c'est drôle quand moi je me rappelle de Koyanis Kadzi, de l'avoir vu la première fois et pendant 3 jours je pouvais plus penser à autre chose quoi. Et en plus, on n'en a pas parlé, mais la musique de Philip Glass. Oui, c'est ça. S'il vous plaît. La musique de Philip Glass qui est absolument phénoménale. Ouais. Il y a des motifs qui reviennent. Hein, beaucoup d'orgue. Oui, beaucoup d'orgue. Le troisième fait beaucoup. Autant les deux premiers sont très des années 80, donc beaucoup tu l'as dit, de synthé, d'orgue, de clavier. Dans le troisième, ça passe beaucoup plus sur les instruments à cordes et à vent. Il y a beaucoup plus de ça. Mais sinon très très bien, hein. Vous pouvez même complètement écouter la musique sans voir le film. Je la réécoute très souvent. Les chœurs, c'est fou ça, des espèces de trucs super graves et tout, c'est gutturaux. C'est complètement envoûtant. Moi c'est ça me refait penser à je suis désolé, ça me fait penser à Justice League où à chaque fois qu'il y a Wonder Woman qui apparaît à l'écran, t'as les chants Amazon, mais à chaque fois, elle apparaît à l'écran. C'est vrai. C'est vrai. Mais sinon, non. En tout cas, modèle de composition de musique de film, c'est vraiment un cas d'école. Au moins celle de Koyanis Kadzi. Les deux autres sont bien aussi, hein, mais une fois qu'on a Philip Glass dans l'oreille, on ne peut pas voir un film sans reconnaître la musique de Philip Glass. C'est lui qui y contribue. J'ai vu Candyman, le premier Candyman il y a pas longtemps. C'est lui qui fait la musique et au bout de 2 secondes j'étais là genre ce serait pas Philip Glass là, qui fait la musique, tu vois, enfin tu le reconnais hyper vite, c'est très très particulier. Bon, en tout cas, belle expérience au cinéma. Très belle expérience, très belle, complètement unique et autant voilà le troisième m'a complètement désarçonné. Autant les 2 premiers c'est assez fabuleux. Mais le chef-op du premier, je sais plus comment il s'appelle, Ron Frickle, un truc comme ça, a continué en faisant des films à lui qui s'appellent Baraka et Samsara et qui au moins reproduisent la magie visuelle. Il y a quelque chose de visuellement toujours très envoûtant. Et alors pour le coup c'est assez marrant puisque le premier on nous dit qu'il est présenté Presents by Francis Ford Coppola. Le deuxième c'est Presents by Francis Ford Coppola et George Lucas. Et il a été récupéré par la Canon, c'est assez drôle, je ne le savais pas. Alors le troisième c'est Miramax et c'est Steven Soderbergh qui présente. Et à chaque fois il récupère des gros noms quand même, il y a des gros noms qui s'emparent de ce truc là, donc preuve que je sais pas, mais en tout cas allez-y quoi, c'est très très bien.
À ton tour. À mon tour, ça va être une demi-surprise puisque je l'avais un peu balancé sans le vouloir à une émission précédente. Tu l'avais déjà vu, mais c'est pas grave parce que moi aussi j'ai très envie de le revoir. C'est un peu comme La Nuit des Alligators, c'est le genre de truc que j'ai pas vu il y a un petit moment. Ah yes, oui. Et j'ai envie de savoir si ça tient toujours la route, en tout cas de mon point de vue. Comment ça s'appelle je sais plus comment du tout. C'est Captain Sky. Captain Sky, voilà, j'allais dire Iron Sky, mais Captain Sky. Sky voilà. Captain and the World of Tomorrow. C'est donc avec Jude Law, avec Gwyneth Paltrow, avec Angelina Jolie et d'autres gens connus, mais j'ai oublié. Le réalisateur, je l'ai oublié aussi, et pour cause, il a fait littéralement que ce film. Ah ouais. Rien fait d'autre avant, rien fait d'autre après. Ça a été un énorme four commercial, critique. Voilà, j'ai vu, il a fait genre 90 000 entrées en France. Et, sorti en 2004, il me semble. Et j'avais vu ça, je crois, sur Canal+, donc quelques années après. Très bonne soirée télé cool avec mes parents, et j'avais été surpris. Alors déjà parce que c'est un film qui a une identité visuelle très forte. C'est un gros hommage au magazine, aux séries pulp des années 40-50 avec des héros très très premier degré, des femmes fatales, Angelina Jolie est très caricaturale aussi, c'est genre une pilote avec un eye patch et ça va à fond dans ce délire là. Et en plus de ça, il y a une photo sépia mais complètement assumée et qui suit tout le film, donc des teintes un peu marron comme ça. Et ça faisait partie des premiers films, donc avant Sin City, avant 300, avoir été tourné intégralement sur fond vert ou bleu, je ne sais plus à l'époque. Ce qui rend encore une fois assez particulier, ce qui rendait assez particulier à l'époque, mais ce qui faisait aussi le charme du film. Et la question évidemment c'est qu'est-ce que ça vaut en 2021 ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Est-ce que c'est vraiment affreux visuellement ? Est-ce que ça a bidé parce que c'était nul, ou est-ce que c'est ce que les gens n'étaient pas prêts ? Puisque derrière, pour le coup, on parlait de 300, on parlait de Sin City, ça avait cartonné, quoi, donc ça s'était arrivé juste avant. À voir, je vais me le revoir. Ouais, j'en ai vraiment un bon souvenir. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai vraiment envie de le revoir pour faire le test aujourd'hui. Le crash test de ce que ça vaut aujourd'hui. Complètement. Voilà, et alors en plus, je t'informe que exceptionnellement, nous allons non pas avoir une semaine, mais 2 semaines pour regarder ce film. C'est vrai. Si j'avais su, je t'aurais préparé un truc costaud. Mais non. Désolé. Mais non. Non, on va faire un film. Ça va tranquille. Pour la première fois de l'année 2021, nous allons zapper la prochaine émission. Tout à fait. En tout cas la prochaine semaine. Exceptionnellement. C'est dommage, ça tombait le 1er avril, je crois, non ? Un truc comme ça. Ah, c'est bien possible. C'est bien possible. C'est dommage, mais c'est ça. Non, je suis complètement en indisponibilité. Faire un spécial blague. Oui, bah ouais, je serai pas là pour faire le drôle, je suis navré. Voilà. Rendez-vous dans 2 semaines. Exactement. En tout cas pour le petit podcast, puisque bien sûr, d'ici là, vous aurez un nouvel article lundi prochain. C'est qui ? C'est Ménro, il me semble. Bravo, Ménro. Voilà. Mardi ce sera Otax, mercredi ce sera moi. D'ici là, jeudi ça sera pas nous. Hâte le grand pop un petit peu partout. Nos noms, là. Moi c'est là, toi c'est là. Voilà, Pongo il est là. Voilà. Là. Le micro est là. Il n'a pas encore de compte Instagram, mais ça ne saurait tarder. Et puis voilà, que vous dire, 2 heures d'émission, on est pas mal. Trahison. Oui, trahison, mais voilà, écoute, c'est la journée de la blague, il faut que j'aille faire des blagues. Il a pris l'argent des abonnements et il se casse. Et je me barre avec la caisse. Des bisous les copains, merci à Lucie, merci à Tubuline, merci à Amélie, merci à Cinétique. Merci tout le monde. Et à belle soirée, tchuss. Bye bye. Bon, et ben ces 2 semaines de vacances, moi je vais me les passer au frais, puisque puisque je suis vacciné. Tu m'avais dit quoi, Zanzibar, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je prends mon avion que je me suis payé avec les sous du Grand Pop. La Twitch money, comme on dit. Voilà, exactement. La moula. Ouais. Et avec la moula, je me casse. C'est vrai que la piscine intérieure chauffée avait l'air bien. C'est ça. Salut les connards. Allez. 38 degrés, ça a l'air pas mal.